Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, comment ça va? Coucou mon Comanche, ça va, écoute, ça va très bien. Hey, j'ai l'impression, t'as pas l'impression qu'on a une voix métallique un peu? Métallique. Non? Petit effet Trouve métal. Pas un petit bon. T'es en train bah, déjà d'engueuler Héloïse pas qui du fait tout, mal son travail. Pas du tout, peut-être que c'était voulu. Peut-être que j'ai plus de voix aussi. Peut-être que c'est pas moi, c'est une IA qui parle aussi. Bientôt. Chichi, est-ce que t'aimes la crème? Question. Oui, j'adore, ça dépend dans quel contexte. Est-ce que t'aimes la crème de la crème? Parce que aujourd'hui nous avons la crème de la crème. Putain, elle est venue. Quel lancement incroyable. Et j'avais pas pensé en posant cette question, ça allait être avoir une réponse dégueulasse. Et tu vois, je me suis dit putain, en fait non, j'aurais dû faire attention. Nous avons la crème de la crème du Cash Game FR aujourd'hui avec Olivier alias Ali Babar. Salut Olive. Coucou. Merci d'être avec nous. Ça va et vous? Bien. Bah, tout va très bien dans ces fauteuils pour la première fois, deuxième fois dans l'émission, mais très content d'être là. Et ben écoute, le plaisir est partagé et à côté de toi, ça fouette à mettre des 3 barrels en 10 morts, on y va. Il a hâte que le téléphone sonne pour partir. À tout moment, ça peut décrocher. Vous l'attendiez depuis longtemps, nous le demandez dans ce fauteuil. C'est Fast Please, Victor. Coucou. C'est Victor. Hello. Merci d'être avec nous, Victor. Je sais que j'ai dû le traîner ça fait des années que je le travaille au corps, à coup de restaurant, à coup de bouteilles de vin. Et voilà, il est enfin dans ce fauteuil, Victor. Tu vas nous révéler les secrets pour être le plus fort. Comment fait-on? Comment fait-on? Le mec, il est en train de se bouffer un downswing de 40 bars. Et oui, bah, je vais vous le dire. C'est pour ça que je suis là. Et voilà. Il attendait que ça. Il attendait le bon timing. Et il attendait le bon timing. Bon, avant de parler de gros sous, on va faire un petit peu le commencement. Avant de parler poker, parler un petit peu de vous. Avant de jouer au poker, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que c'était directement les études? Ou est-ce que vous avez fait autre chose? Des petits jobs. Olive? Allez, bon. Moi, non, j'ai fait la fac de maths. Et après, un matheux. J'avais un peu de temps parce que la fac, ça allait. Et puis j'ai commencé à jouer au poker et la fac commençait à devenir compliquée. Donc, il me fallait trouver des études plus simples. J'ai fait la fameuse école de commerce et voilà. Après, j'avais tout le temps que je voulais et du coup, pendant ce temps, je jouais au poker. Et t'as pas fini? Si, j'ai fini. Tu l'as fini? J'ai fini pour avoir le diplôme, ouais. Ok. Normalement, t'es pas en Westex quand tu finis normalement. Normalement, Et tu la pourtant, finis pas. c'est Ça a l'exception. pris du temps, du coup, j'étais un peu bloqué. Puis maintenant, c'est bon. Quand tu étais en fac de maths, qu'est-ce que tu voulais faire? C'était quoi le plan? Je savais pas trop, mais genre quelque chose dans l'ingénierie financière, quelque Dans la chose par là. géographie, un truc. Non, mais pas prof, quoi. Je savais que je voulais pas faire prof de maths ou quoi, mais quelque chose en rapport avec la finance. On m'avait dit les maths, c'est pas mal. Prépa, c'était un peu plus galère, donc je me suis dit la fac. Pourrait travailler. Ça Et t'allais vraiment en cours? Pas vraiment. Je choisissais en fait, surtout. Je choisissais les cours que j'aimais, les cours que j'aimais pas, et je me démerdais après pour passer de l'année en année, quoi. Est-ce que tu étais très étudiant festif? Tu sortais en soirée pas mal ou plutôt Pas tant geek? les soirées étudiantes, je sortais surtout avec mes potes du lycée. Genre oui, mais on était festif au lycée en fait à mort et on a continué ça. J'ai pas vu de scission entre pré-bac, post-bac. C'était exactement pareil. Mais T'étais à Marseille, c'est ça? j'étais à Marseille. À Marseille, cette belle ville. Voilà, j'étais obligé de faire l'accent. Deux lignes de métro, c'est exactement le même. Les maths, c'est quand même quelque chose qui est aujourd'hui, enfin, tu sais, dans notre société, qui est vu comme quelque chose de très difficile, de pas fun. Est-ce que toi, t'es quelqu'un qui arrive à prendre du plaisir dans les maths et de le voir différemment un peu que ce truc barbare comme on peut le voir, alors Ouais. que ça l'est pas du tout, tu vois. Non, je pense que ça dépend un peu. Enfin, la vision que j'avais moi des maths, c'était un peu celle qu'on m'a inculquée. Genre, c'est marrant. En fait, c'est un problème. Tu essaies de le résoudre et tu peux un peu t'amuser comme ça. Et donc, c'était beaucoup plus du bon sens que des vraies mathématiques. Et si tu veux, quand j'ai commencé la 3e année de fac, de souvenirs, j'avais pas foutu grand chose en 2e. Et donc, en 3e, j'avais un peu des lacunes. Et ça commençait à être un peu plus abstrait, tu vois. Genre, il y avait la théorie des ensembles, il y avait plein de choses on n'était plus dans le bon sens, quoi. Et donc, à ce moment-là, bon, ok, on est sur des vraies maths, là. Je dirais que je les ai connus à partir de là et je suis parti. Est-ce que tu étais en mode, parce que souvent on dit les maths, on se rend compte que c'est intéressant quand on va les utiliser dans la vie. Tu vois, par exemple, le poker, c'est des maths assez simples globalement, mais Ouais, quand on se dit, bon, ok, là, ça va me servir, tu sais, on s'y met un petit peu plus. Est-ce que c'est ça qui t'a posé problème justement quand tu as commencé à avoir des lacunes?
Non, c'est juste que c'était vraiment abstrait. Je m'en suis jamais vraiment servi des maths. Enfin, c'était juste la logique mathématique. Enfin, même, ouais, la logique mathématique, ça j'aimais bien. C'était, t'as un problème, tu essaies de réfléchir dessus, et puis t'es content de trouver. Il y avait un truc qui s'appelait je sais pas si vous connaissez le Taj Mahal ou le Taj 2, c'est un concours pour passer les passerelles. C'est pas un restaurant indien? Ça marche aussi, ouais. Un temple aussi. Voilà, plein de choses. Et ça, c'était vraiment bien parce que c'était vraiment de la logique, du bon sens. C'était des petits problèmes, tu sais, les petites devinettes que t'as. Et donc ça, t'avais un examen là-dessus. Ça, j'avais adoré, je me souviens. Ouais. Si t'aimes aujourd'hui, t'aimes encore les maths? Pas les maths poussées, non. J'aime juste réfléchir à. Ouais. Si t'aimes lire, je te conseille un livre qui s'appelle Mathematica de David Bessis. C'est incroyable. C'est un petit peu, lui, c'est un mathématicien. Ouais. Et en fait, il explique pourquoi on considère que les maths sont barbares et que finalement, ça l'est pas forcément. Et aussi de la façon dont on l'enseigne, très académique, et que aussi les grands mathématiciens sont pas des. Tu vois, on se fait une idée des mathématiciens qui sont des génies, et en fait, non, c'est juste qu'ils ont une vision, une différente vision de Mathematica B6. Ouais, David B6, et c'est Mathematica, et c'est super bien. Voilà. Okay. Donc, je pense que ça dépend. Il y a la culture aussi qui joue vachement. Les maths, c'est pas fun, c'est très garçon. Mais c'est ça. Mais en fait, femme, si tu montres un problème de maths assez poussé à quelqu'un, il va juste voir des hiéroglyphes, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça, c'est la différence avec, je sais pas, la musique, où tu as quelque chose de concret, tu as quelque chose qui ressort. Les maths, on pense que c'est de base, on pense que c'est difficile, on pense que c'est dur, et si tu décroches déjà dès le départ, c'est foutu. Et faut tomber sur les profs qui te font aimer ça en fait aussi, parce qu'il y a des. Mais c'est difficile de faire aimer les maths, parce que tu es aussi tributaire d'un programme. Ouais, mais t'as des profs par exemple où ils veulent exactement que tu trouves la solution à leur manière, et si tu la trouves différemment, t'as totalement faux, tu vois. Trop rigoureux. Et genre, moi j'ai connu ça. Ça m'a dégoûté des maths par exemple, tu vois. Parce que j'étais en maternelle, c'était en maternelle. Non, mais moi j'ai toujours un peu à simplifier, à essayer de trouver le chemin le plus rapide pour aller trouver le truc, et c'était pas forcément la méthode du prof, quoi. Et du coup, ça marchait pas du tout, quoi. Et tu peux vite te braquer quand t'es gamin comme ça, en fait. Victor, t'aimes les maths? Personnellement. Pas tellement. Non, ben voilà, donc tu vas lire Mathematica de David Bessis. Avec plaisir. Victor, toi, il aime les chiffres, il aime compter sa bankroll. Victor, toi, c'est quoi un petit peu ton parcours avant d'être joueur de poker? Les études, c'était. Moi, j'ai commencé à jouer, j'avais 16 ans, donc. Ouais, allez, il nous fout dans la sauce. Play money. T'as commencé à jouer à 16 ans? C'est le poker associatif. Ouais. Et l'association Victor, pour l'association Victor Fast Please. Non, il y a un gros tissu associatif en France qui joue au poker, et c'est mon petit frère qui avait 13 ans, donc qui m'a traîné dans une association à côté de chez nous, et c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Et après ça, de mes 16 à mes 18 ans, je fréquentais un petit peu le CP justement, et je regardais les mains qui étaient postées, je regardais le contenu stratégique qui était publié. Mais sans jouer? Sans jouer. Ok. Et là, t'es au lycée? Je suis au lycée, ouais. Et après, quand j'ai eu 18 ans, le jour de mes 18 ans, j'ai fait un petit dépôt. T'as vraiment fait ça le jour de tes 18 ans? J'ai vraiment fait ça le jour de mes 18 ans. Le mec, il attendait qu'une chose. 18 ans, c'était pas pour boire de l'alcool, c'était pour jouer au poker. Déposer, exactement. D'accord. Ah ouais, donc études scientifiques, études quoi? Études bac ES, bac économique. Après, une petite licence en informatique qui n'a pas duré longtemps. Des concours post-bac pour entrer dans une école de commerce, évidemment. Une école de commerce, évidemment. Et après, je suis allé au bout de ce cursus-là avec un petit peu de difficulté, mais j'y suis arrivé. Parce que la question s'est quand même posée assez vite d'arrêter. Parce que le poker? Parce que le poker, oui. Ah ouais, donc là, il y a déjà le poker à côté. Attends, là, on est quand à peu près? On est en 2010, quand j'ai eu mon bac. Donc tu joues vraiment depuis quoi, vraiment longtemps. Tu hantes les tables tu fais chier tout le monde depuis vraiment longtemps. C'est un peu le Raphaël Nadal, t'attends qu'une chose, c'est qu'il prenne sa retraite et je tout. jouais bas à l'époque, en 2010. Ouais, je sais, je me rappelle, j'avais sur mes tables. Moi. Ça commençait en NL2. Donc, c'est vrai, ouais, je me rappelle très bien de Vif, qui était. C'était sur PS, ça. C'était sur PS, et on se rappelle. Mais avant ça, il y avait Full Tilt quand même. J'ai commencé sur Full Tilt et je me suis fait liquider
la petite roll que j'avais construite en NL5. Ah. Et après, j'ai redéposé une fois sur Winamax. Et après, c'est parti. Je n'ai plus jamais redéposé. J'ai déposé 2 €. Et puis, moi, j'ai monté mon premier million en une semaine. Voilà, bon, c'est la fameuse. T'es resté en France. Là, t'étais où quand tu faisais tes études? T'étais en Haute-Savoie? J'étais en France. Après, j'étais en Haute-Savoie. Après, j'étais à Lyon pour l'année d'informatique, qui n'a rien donné. Ensuite, j'étais à Marseille. À Marseille, je suis resté 1 an et demi, 2 ans. Et après, j'ai fait un cursus qui m'a permis de beaucoup voyager, surtout en Asie. T'es parti où? Je suis parti. J'ai commencé par faire un stage à Londres. Et après, je crois que d'ailleurs, il y a une anecdote sur un stage à Londres. Comment il s'est fini ce stage d'ailleurs? Il s'est fini très bien, mais c'est vrai que j'avais pas énormément de bankroll à l'époque. C'était un stage qui était non rémunéré. On me donnait juste le ticket de transport. Oui, à Londres, c'est compliqué quand même. Bien, pas d'oseille à Londres, c'est pas très cher. J'ai convaincu ma mère de me laisser faire ce stage en lui disant que j'allais payer en fait mes faux frais sur place avec le poker. Ok. Et voilà, bien rassurant ça, ce jour. Donc j'avais une petite chambre de je crois 4 ou 5 mètres carrés pour 1500 pounds par mois dans une coloc de 6-7 personnes pour 700 pounds par mois, un truc comme ça. Okay. Et pas d'internet bien sûr, ou un internet qui déconnait tout le temps. Et je grindais, je me souviens, soit dans l'open office après le boulot, soit je descendais dans un centre commercial après, avec le laptop sur les genoux, et je me mettais devant la grille fermée d'un Starbucks, avec le Wi-Fi qui fonctionnait encore, pour grinder en L100 sur iPoker.fr. Au pire, tu mettais une petite casquette en plus devant, et comme ça te faisait un petit panneau. Aidez-moi à payer mon 3 bêtes. J'avais la batterie du laptop qui se vidait progressivement, et après, terminé. Putain, au moins, t'es tranquille, t'as une session d'une heure et demie. Elle est timée. C'est clair. Parfait, quoi. Donc ça, c'était Londres. Et donc toi, t'es pas trop du genre à grinder dans le confort et dans le. C'est bon, t'as connu l'adversité. Aujourd'hui, un peu plus quand même. Ouais. Mais t'as eu le setup éclaté, quoi. J'ai eu le setup éclaté. Ouais, mais c'est pour ça. Hein. La marque des grands. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui. À Londres, quand je pouvais grinder dans l'appart, j'avais pas de bureau dans ma chambre. J'étais sur le lit, j'avais le laptop sur les genoux et j'avais même pas de souris, j'avais le trackpad. C'était l'enfer. Avec plein de monde autour en plus, du bruit, je suppose, pas trop de calme. Surtout qu'en plus dans cette coloc en particulier, c'était jamais calme. Hein. Donc. Et t'es parti après en Asie? Après, je suis parti en Asie. Je suis parti 9 mois à Shanghai. Ensuite 6 mois au Japon. Et vu que j'avais pas été très studieux quand j'étais à Shanghai, je suis reparti une autre fois pour compléter les crédits que j'avais manqués quand j'étais à Shanghai. Je suis parti à Bangkok en Thaïlande. Ok. Donc c'était très sympa toute cette période-là. Et voilà. Et tu grindais en même temps? Je grindais en même temps. Tu vois VPN Je grindais sans VPN. Je grindais le .fr sans VPN. En même temps, tu me diras, on est quoi en 2012-13, un truc comme ça? Après je jouais pas non plus très haut. Hein. Je grindais assez bas. Je grindais en parallèle de mes études. C'est le moment où il va chier sur les mecs de Small Tech. Je jouais pas très haut, je jouais la 2-4. Des steaks éclatés. Voilà. Beaucoup de temps au poker à ce moment-là? Ouais, quasiment tout mon temps libre. Que jouer ou tu fais autre chose? Tu bosses un peu, tu regardes ce qui se fait? Je sors et après je bosse un peu mes cours. Okay. Ouais, parce que là, je crois que quand on va parler de bosser le jeu avec Victor, c'est là où il va y avoir une grosse désillusion. Je pense que je devais quand même un petit peu travailler à l'époque sur le tracker, mais bon, c'était pas très poussé. Hein. C'était des reviews de main que j'avais joué précédemment. Enfin, je regardais ma DB et je regardais les stats que j'avais sur la DB. J'essayais de travailler sur les stats positionnels. Il n'y avait rien de très poussé. Il n'y avait pas de travail de solver, ce genre de choses. Je consommais un peu de contenu aussi, un peu de contenu poker à l'époque. C'était des trucs qui étaient assez basiques. C'était sur. Attends, on est 2012-2013, donc c'est déjà Run It Once ou 2013. Stratégie à cette époque, je l'entends tout le temps parler, moi. Il y avait un peu de Poker Academy, de Poker Stratégie, il y avait du contenu anglophone aussi. Juice is Cracked, tous les trucs. C'est ça, ouais. C'était Phil Galfond. C'est le truc de Phil Galfond avant, non? C'était l'époque des Limpers aussi. Cardrunner aussi. Avant, je sais plus. Cardrunner, ouais. Ouais, les Limpers, c'est début du .fr. Il n'y a pas eu. Ouais, ça, un peu avant, même. Un peu avant. Ça devrait être les Limpers 2008-2009, je pense. Ah ouais, oui, c'est possible. Ouais, donc c'était un peu après, du coup. Et non, après, il y a eu des hauts et des bas. Donc, quand j'étais en Chine, je me souviens, je jouais, je crois, en 100 et en 200. Et après, ça s'était très mal passé sur le deuxième semestre. Et quand je suis arrivé au Japon, j'avais plus beaucoup de bankroll. J'étais redescendu en 50. J'en avais beaucoup souffert, d'ailleurs. Et je m'étais fixé comme objectif de vraiment remonter. Donc j'avais mes cours. C'est un bon objectif en général voilà. Je m'étais fixé comme objectif de gagner.
Et voilà, donc j'avais plus, je crois que 7 000 € de bankroll, ça m'est resté parce que c'était une période très difficile. C'est quoi ton BRM à ce moment-là? Parce que tu au final remontais en 200, tu vois. J'étais en 50 avec ça. Avec 7 000? Ouais. Donc t'étais nid de la bankroll, quoi. Je sais pas, non. Mais en même temps, t'avais une bankroll. Peut-être jouer en 50 et un peu en 100 éventuellement. T'avais une bankroll pour vivre à côté ou alors à ce moment-là, tous mes frais sur place, c'est moi qui les réglais. Avec cette bankroll. Avec cette bankroll-là. Après, cela dit, en arrivant au Japon, c'est vrai que j'avais quand même demandé un petit peu d'aide pour éviter de piocher trop dedans à mes parents. Et toute l'école, toute la scolarité, vu que ça coûte une blinde quand même tous les ans, ça, c'est pas moi qui les réglais. Ouais. Mais bon, ça demande quand même, tu vois, les frais, ta bankroll, elle en souffre, quoi. C'est-à-dire que tous les mois, tu fais moins, je sais pas, 20% de ta roll, peut-être. Ouais, remonter, quoi. Après, je dépensais pas beaucoup à ce moment-là, parce que c'est vrai que je jouais beaucoup. Mais je sortais un peu moins. C'était des stages ou c'était des échanges? C'était des échanges. C'est quoi la diff? Stage, travail, échange. Un stage, j'étais à l'université. Ah, ok. Excusez-moi. Tu grindes, quoi. Échange, tu grindes. Tu grindes. Échange, tu grindes. C'est vraiment très bien. À ce moment-là, niveau entourage poker, t'es solo ou via le CP, tu t'étais déjà fait un petit peu un groupe, ça se passe comment? Non, il y a des groupes de discussion qui se forment, donc je fréquente ces groupes. On discute de poker comme ça, et puis bon, voilà, il y a rien de très sérieux. On discute, on déconne sur Internet, mais il y a rien de très très sérieux à ce moment-là. La partie plus sérieuse, elle va arriver après, sur les coups de 2018, quand j'ai enfin mon diplôme. Donc il y a un des joueurs de ce groupe qui a eu son diplôme avant moi, qui s'est consacré pleinement au jeu et à l'étude à l'époque de la GTO, c'est quand les solvers commençaient à sortir, etc. Et on se jouait régulièrement à table, on se parlait en dehors, on se jouait régulièrement à table. Et en fait, à un moment donné, je lui ai dit, j'aimerais bien faire une année où je fais que ça, pour voir où ça me mène. Et si ça te va, enfin si ça te dit, on échange sur le sujet. Et lui avait un niveau bien meilleur, bien supérieur au mien. On peut dire de qui on parle? Oui, c'est Kokyo. Kokyo, ouais. Il devait pas être là aujourd'hui d'ailleurs. Problème de transport. Voilà. Finalement, on l'embrasse. On l'embrasse, ouais. Salut. Et, non, il pouvait pas être là aujourd'hui. Ok. Et donc c'est lui qui va un peu te prendre sous son aile et te coacher. Il va tout me donner, ouais. Alors, il va tout te donner. C'est très bizarre. Très bizarre cette phrase. Il va tout me donner. Il va. Mentor, quoi. C'est vraiment. Il va vraiment, oui, il va apprendre plein. Enfin, il va développer plein de choses. Il va perfectionner son jeu avec une méthode de travail très rigoureuse. Il va être très en avance sur beaucoup de concepts à l'époque. Et c'est vrai que un petit peu avant, quand on était sur ces mêmes groupes de discussion, moi je me souviens que je jouais un petit peu plus haut que lui. Et tous les petits contenus que je trouvais à droite à gauche, on le partageait, voilà, de manière assez amicale. Et c'est vrai qu'ensuite, lui, il m'a rendu l'appareil puissance 10, quoi, ou puissance 1000. Et... C'est marrant parce que moi, je sais pas, tu l'as joué Kokyo, toi, tu as dû le jouer. Très peu, mais... des souvenirs, alors je l'ai jamais joué, mais tous les gens que je connais qui l'ont joué, c'était un fou furieux, non? Non, c'était un joueur agressif. C'était un joueur agressif, très agressif dans le chat aussi, d'après mes souvenirs, non? Dans le chat sur les sites? Ouais. Je crois qu'il était sur un trash talker. Non, c'était un trash talker, non? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, c'est dégage un edge là. C'est pas trop mon esprit, mais ça fait partie. Tu vois, se faire coacher par quelqu'un qui est très agressif, est-ce que c'était toi déjà ta line, t'étais un peu comme ça? Parce que c'est souvent dur quand t'as pas le même logiciel d'apprendre, tu vois, vraiment de sortir de ta zone de confort. Je dirais qu'à l'époque, oui, j'essayais quand même d'être agressif, mais je n'imaginais pas le devenir à ce point au final. Donc oui, j'ai augmenté l'agressivité et j'ai aussi augmenté la capacité à suivre et à voir les cartes, en fait. Il fallait voir les cartes. Fallait voir les cartes. Fallait voir les cartes, voir si les papiers en règle. Tout call, tout raise, en gros, à l'époque, c'était un peu ce qui marchait le mieux. Ouais. À partir de 2017-2018, oui, parce qu'il y avait des spots, beaucoup de spots où les adversaires étaient quand même très déséquilibrés. Il y avait beaucoup de spots où ça bluffait jamais. Il fallait identifier ces spots-là, mais il y avait beaucoup de spots où les adversaires étaient très déséquilibrés. Ouais. Et je me souviens que c'était un peu le mantra, très, très grossièrement. C'était vraiment de call beaucoup et de raise, de faire preuve de beaucoup d'agressivité, et ça marchait. Est-ce que le to call vient pas aussi du fait que quand on commence à avoir un edge technique et théorique sur le reste, alors finalement, tous les showdowns que tu vas voir, tu vas réussir à les exploiter derrière x10 par rapport au field?
Est-ce que c'est pour ça aussi tu voulais voir beaucoup de showdown Ou c'est juste qu'il y avait trop de spots over bluff, quoi? C'est juste les spots over bluff, je pense. Bah après, c'est vrai que l'expérience, elle se fait avec le jeu, pas forcément avec les showdowns que tu vois. Après, c'est quand même des années qui remontent un petit peu. J'ai pas tous les souvenirs bien précis en tête, mais c'est vrai que ça revient bien. Cette méthode de jeu qui consistait vraiment à tout payer et à être très agressif. Ça affine vachement ton ressenti aussi, je pense. C'est ça. À force de payer, après tu fais vraiment des identifications de spots, etc. Ça doit être bien ça. Toi, Olive, on a été au moment où tu étais faire la bascule après ton année d'école de commerce. On revient quelques années en arrière. Qu'est-ce qui fait que, pareil, tu commences un peu à tâter des cartes d'ailleurs, tu te rappelles de ta première partie? Ouais, en gros, première partie, c'était juste avec des potes, enfin un classique. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un autre qui est devenu pro. Dans cette partie, c'était celui qui nous hébergeait, donc c'est quand même peu probable. Et non, enfin, on joue ensemble, c'était un tournoi. Et puis après, j'ai commencé à regarder sur Internet et je me suis un peu renseigné. Je joue juste là-bas, je sais pas, pendant un an et demi où je gagne par-ci par-là. Et je crois, un an et demi après, je me dis, bon, c'est pas mal, mais je peux peut-être faire plus. Et donc là, je me mets 4-5 mois et j'ai la chance en fait de tomber sur un gars. Un peu juste, je postais sur un forum un graphe, il poste un forum et puis je discutais avec lui. En fait, il était bien meilleur que moi. Et ouais, je me suis fait mentorer pendant 4-5 mois et là, ça m'a pas mal aidé. Après, les écoles de commerce font que j'ai dû un peu arrêter. Je m'y suis remis après. Ah oui, donc tu as fait une césure, tu as fait un break quand même dans le. C'est pas vraiment un break, tu vois, je jouais, mais j'arrivais pas à être très sérieux. C'était pas. Je m'étais préparé pour les concours, là, j'ai complètement arrêté. Et pendant l'école, c'est un nouveau monde, je change de ville, tu vois, j'avais complètement arrêté, le temps de s'y remettre, puis tu t'y remets pas vraiment. T'es parti où? J'étais parti à Rouen. À Rouen. Voilà, donc de Marseille, Rouen, c'est différent. Petit choc. Pas la même ambiance. On embrasse tous les Rouennais. Tous les Rouennais. T'es sûr, c'est ça? Je pense. Oui, Rouennais. Voilà. C'est pas les habitants de Rouen, du coup, ça? Non. Saint-Juan. C'est déjà Jaja. Les Rouaniens. Déjà Jaja. On vous embrasse en tout cas. Rouen, très belle ville que je ne saurais pas situer sur la carte, mais en tout cas. En Normandie, ouais. En Normandie, que je ne saurais pas situer. À l'ouest de Paris, c'est facile. C'est à gauche. À gauche. C'est à gauche. Ouais, et tu joues quoi? Tu joues du cash game à cette époque? Ouais, je me suis directement cash game, ouais. Donc là, je joue en NL100, NL50, NL100, je dirais, en école de commerce. Et je pense que, voilà, 2019... On est en 2019, là? En fait, 2010... Moi, j'ai mon bac 2015, je me mets au poker vraiment fin 2017. Ça se passe bien. Et là, il y a un gros flou entre 2018 et fin 2019 où préparation des concours, école, la vie. Et donc, fin 2019, je me dis, mais tu peux faire quelque chose et tout. Pourquoi tu le fais pas? Enfin, qu'est-ce que tu fous? Et je tombe sur un webinaire de Lolo. Donc c'est le fameux webinaire de Lolo où il dit quand tu commences ta saison, tu affines ta hache. Tu vois, genre vraiment, c'est ça. Là, il dit si j'ai c'est le proverbe du mec, si j'ai 10 heures pour couper un arbre, je vais passer 9 heures à affiner ma hache. Voilà, c'est ça. Et là, tu dis oh ouais et tout. Il est génial. J'ai pas de hache. Et genre vraiment, je me suis mis objectif doubler la bankroll en 2 mois et et ça a marché. Alors incroyable, ça a vraiment marché. C'était le webinaire où Lolo il te disait je suis prof de PS et le soir je joue en 10-20. Je sais plus, il avait ça, tu sais, il travaille vachement avec X-Mine. Je sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Ouais, il fait ça, tu vois, et c'était la version je sais pas, 1.29 de PMS. On est vraiment au tout début, quoi. Ouais. Et donc ça m'avait marqué. Donc pendant 2 mois j'ai fait ça et puis après il y a eu le Covid assez vite et là tout se passe bien et puis parce que le Covid c'est vraiment le tremplin, c'est le moment où parce que tu fais que ça. En fait je me suis fait opération des croisés en plus juste avant le Covid et là j'ai 3 mois où t'as que ça. Ouais, en plus l'école de commerce déjà tu peux un peu t'arranger puis en plus si t'es à distance mec t'étais vraiment c'était incroyable. Donc là c'était ça pullulait de joueurs récréatifs. Là, tu joues quel stake, ça, à peu près, là quand j'ai doublé ma roll, j'ai commencé à jouer de la 400. Donc là, je sais pas, 200, 400 et des shots en 1K très rapidement. T'es quel style de BRM, toi? Je te dis, j'ai dû jouer en 400, j'avais 15 000. Donc j'étais assez aggro quand même. Okay.
Mais en fait, c'était des shots. J'avais pas besoin de quoi que ce soit, et mes parents derrière dans le pire. Et tu cash out pas. Moi, je cash out rien. Ouais, voilà, rien. J'avais fait un prêt pour l'école de commerce. Donc, en plus, j'avais pas payé tout d'un coup. Donc, j'avais l'impression d'être très riche. Alors que je devais à l'école de commerce. Mais du coup, je m'arrangeais un peu avec ça. Et donc. J'ai aucune idée, ça coûte combien une école de commerce? Ça dépend. Et ça dépend de ton cursus. Et ça dépend de l'école. Mais. Plus ou moins. Ça coûte plus cher aujourd'hui qu'il y a quelques années, en tout cas. Ouais, mais c'est quoi? Par an, c'est quoi? 10 quoi? 10 000, je pense. 10 000 par an? Il y en a à 17, tu vois. Ouais. Je pense. Peut-être que c'est plus au final. Hein. Je pense que c'est 10 000, mais je dis ça vraiment à la louche. 12 et quelques de souvenirs, mais ça dépend. Moi, c'était 3 ans. Toi, c'était plus, par exemple. Ouais, c'était plus. Mais bon, ça reste super cher, en fait. En vrai, c'est à 1000 balles par mois, t'es étudiant, c'est beaucoup d'argent. Non, mais en général, c'est tes parents qui payent et tu te dis que. Tu peux faire un prêt, c'est facile de faire un prêt. Ah, tu peux faire à 0%. Moi, je l'ai fait, il n'y avait aucun problème. Ils ont besoin d'un garant, par contre, ceci dit. Donc, je sais pas comment ça marche. Mais bon, après, c'est quoi? C'est un prêt du coup sur combien d'années? Genre 4-5 ans ou... C'est 10 ans et tu as les 5 premières années où tu payes que les intérêts et après 5 ans, voilà, là je rembourse. Donc en gros, tu payes 150 balles par mois, un truc comme ça? 700, mais si tu veux, je peux te donner ma fiche de comptabilité et tout. Après, ok, c'est bon là. Oh là, c'est bon. Mais non, mais parce que je viens de faire après, donc j'essaie de calculer. Si les intérêts sont bas, tu ne peux pas l'avoir à zéro. Si les intérêts sont bas, tu le lisses, mais s'ils sont pas bas, t'as plus d'intérêt à rembourser d'un coup des. Oui, c'est ça. Moi non, mec, je sais pas, c'est 0 et quelques. Mais non, en vrai, la question que je me dis, une époque où. Tu sais pourquoi je pose la question? Parce que je me dis, ok, moi, dans quelques années, je vais avoir mes enfants qui vont me dire, je vais faire cette école. Ok, combien ça va coûter? Oh putain, ok. Bah, tu leur dis, c'est un échange, et bah tu vas grinder. Allez, tu vas te le payer. C'est bon. Donc ouais, donc on est la période Covid, tu vas faire que grinder et voilà, tu grindes et puis en plus il y a un autre Covid en novembre. C'est ça, en 2020 il y a Covid début et fin d'année. Il y a le premier Covid qui est quand même, c'est horrible, on va dire ça pour les joueurs de poker, la période qui est vraiment je trouve que c'est là qui va être la plus florissante. Je sais pas, j'essaie de trouver un mot qui est pas parce que c'est un mélange de l'horreur sur les médias et tu vas sur Wina et là il y a un décalage de la vie. Parce qu'il y a pas de paris sportifs, donc en plus tout le monde vient au poker. C'est le nouveau boom du online à ce moment-là, clairement en termes de poker, c'est le boom. Les chiffres j'ai jamais vu, mais tu dois avoir une courbe. Est-ce que ça redescend après? Oui, ça redescend, mais c'est plus haut qu'avant le Covid. Moi je me souviens des tournois sur Wina qui pètent parce qu'il y a trop de monde et les serveurs tournois privés. Je sais pas si vous pouvez faire des tournois entre copains. Et genre, je sais pas si vous. Peut-être qu'on peut toujours, tu vois. Mais moi, ça marchait faire des games privés. Des cash games, Et d'ailleurs, il me semble qu'en plus, il y a les series. Je crois pendant le Covid. Ah mais de toute façon s'il y en avait pas ils en ont rajouté. Je veux dire t'inquiète pas que là déjà il y en a déjà toutes les 2 semaines donc c'est vrai que c'était complètement dingue. Nous on t'a reçu en 2020 donc là 2021. Ah oui donc 2021 Covid c'est 2020 sur la fin de mon diplôme je crois que je suis diplômé juin 2021 quelque chose par là. On te reçoit à distance oui. Toi t'as une approche différente de Victor, c'est beaucoup plus genre analytique et beaucoup de travailleurs d'étape, non? Je pense que oui, ça, je travaille beaucoup. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les solvers et je pense, je sais pas. Les solvers, c'est pour dire Victor, c'est un petit logiciel qui permet de connaître la game théorie optimale. C'est des équilibres de Nash. Tu connais Nash? Oui. Ouais, Steve Nash, le joueur de basket. Ouais, non, parce que j'ai la blague, parce que Victor, je me rappelle, la première fois que je t'ai rencontré, tu m'avais dit, je crois que j'ai jamais ouvert de solver de ma vie. Bah maintenant, j'étais au Wizard quand même, c'est assez instinctif, c'est intuitif, c'est facile à utiliser. Ce qui est fou, c'est que tu as quand même fait une grande partie de ta progression, genre même quasiment toute ta progression se fait sans solver, c'est-à-dire sans analyser la GTO. J'ai le meilleur solver, j'ai mon collègue David Kokuo qui m'explique en plus les concepts qu'il arrive à trouver avec, donc c'est encore mieux. Quand on a un qui bosse c'est vrai. Voilà, mais en fait, il m'explique tout et au final, moi je prends, j'applique et ça se passe bien. D'ailleurs, il y a souvent ça, mine de rien, quand on regarde la plupart des binômes qu'on connaît, il y a souvent quelqu'un qui bosse beaucoup le solver et un autre qui est beaucoup plus à l'instinct, qui va plus en fait manger des mains et avoir une autre vision. Enfin, moi je vois ça vraiment autour de moi énormément quoi. La plupart du temps, j'ai l'impression que c'est ce type de duo là qui fonctionne pas mal. Ouais, bah on peut voir ça comme ça, mais après je sais pas trop si c'est la vérité parce que franchement, j'ai pas le sentiment d'avoir beaucoup travaillé. J'ai beaucoup joué, c'est vrai, mais David jouait énormément aussi, en plus de travailler beaucoup. Et l'instinctif, peut-être que j'avais un petit peu plus d'instinct
je basais un peu plus sur mon ressenti, mais c'est normal, c'est parce que j'avais pas cette base stratégique. J'essayais juste de reproduire, de répliquer et d'appliquer ce qu'il me disait, c'est tout. Mais comment tu progresses, comment tu sens que tu progresses à ce moment-là? Par exemple, quand tu le regardes jouer, il te donne des concepts. Enfin, fais quoi? Tu les notes, t'essaies de juste, on te dit un truc, tu l'emmagasines? T'aimes le jeu en fait. Moi j'aimais jouer. Ça c'est quand même une J'adore jouer et même encore après, ça fait 16 ans que je joue à ce truc. Et encore après 16 ans de jeu, j'aime toujours autant jouer au hold'em, lancer des tables, de préférence contre des joueurs réguliers. C'est ça qui est ouf. Voilà. J'aime bien me confronter à d'autres joueurs. Voilà, j'aime battle, ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais. Et c'est vraiment parce que j'aime le jeu, en fait. Vraiment, j'adore le jeu et j'ai envie d'aller chercher toujours un peu plus loin, d'aller chercher toujours plus dur, de me confronter toujours à mieux, à meilleur, etc. Tu vois, on parle de travail, mais en fait, il n'y a pas que le travail vraiment comme toi tu peux faire, Ali, et comme plein de personnes peuvent le faire. Il y a différentes sortes de travail. J'imagine que toi aussi, Olive, tu joues des mains et quand ta session est finie, tu es en perpétuelle réflexion sur des mains. Ouais. Tu réfléchis beaucoup au jeu hors des tables. Le travail, c'est pour moi la discussion de mains, de spots, de coups avec d'autres joueurs. Ça, c'est vraiment la manière avec laquelle je travaille, c'est la manière avec laquelle j'aime travailler. C'est dans l'échange, en fait. Je ne m'enferme pas sur mon ordi à regarder des coups, regarder des mains tout seul. Je préfère les partager, échanger avec d'autres joueurs. Et depuis peu maintenant, j'ai quelqu'un que j'accompagne depuis mars dernier. Et c'est vrai que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que le fait d'avoir quelqu'un que tu accompagnes sur la durée, ça donne une certaine responsabilité, ça te force à expliquer aussi les choses. Ouais, et expliquer un concept, des fois, ça te permet de te rendre compte que tu ne l'as pas forcément 100%. Ça te permet de mieux l'intégrer. Et de l'intégrer en tout cas. Et donc ça m'aide énormément, en fait, indirectement. Ouais, tu vulgarises plus ce que tu apprends, en fait. Et puis ça me force à travailler, surtout. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas trop d'impératifs par rapport à ça. Les impératifs, c'est quand je me prends une rouste pendant un mois ou deux. Là, je me dis, je vais me remettre à travailler. Tu vois, c'est quand même très primaire. Quand ça se passe bien, bien sûr, je travaille pas du tout. Et là, le fait d'avoir quelqu'un, le fait d'avoir des personnes avec qui discuter, c'est vrai que ça maintient un petit peu le rythme. Est-ce que tu as quand même des routines, tu vois? Est-ce que par exemple tu vas grinder à heure fixe? Est-ce que tu te fixes, par exemple, il y a des joueurs qui vont se fixer un volume par jour, un volume par mois? Est-ce que tu as quand même certaines choses un peu fixes? Je grind plutôt la journée, moi, en ce moment, pour être raccord avec ma petite amie. Et après, sinon, ce que j'aime bien faire maintenant, vu que c'est quand même assez usant le poker, parce que des fois, tu vas grinder pendant des heures et ça va mal se passer pendant plusieurs semaines, plusieurs jours, etc. Et ça peut vite devenir assez déprimant. Et j'ai l'impression qu'avec l'âge, c'est de pire en pire, en fait. Avec l'âge, le temps est de plus en plus précieux. Et le temps que tu passes à jouer et à perdre, tu as de plus en plus l'impression que c'est du temps qui est perdu. Et pour contrer un peu ça, moi, ce que je fais, c'est que j'ai d'autres projets à côté, d'autres petites choses. J'essaye de faire, le matin, quand je me lève, j'essaye de faire passer ça d'abord. Comme ça, je sais que si ma journée, la session, suite à ces petites choses, se passe mal, j'ai quand même fait des trucs, ma journée, elle est finie, quoi. Alors que si je commence par une session de grind qui commence le matin et puis potentiellement qui peut s'étaler sur plusieurs heures, tu te fais défoncer, t'as moins envie d'aller faire autre chose. Avancer dans ta journée quoi qu'il, quoi. Voilà, c'est ça. Toi, Olive, comment c'est ta journée type genre, c'est quoi tes routines un petit peu? Moi, je suis un peu plus... Enfin, ouais, je suis quand même assez routinier. Je me lève assez tôt. Je suis un couche-tôt et un lève-tôt. C'est-à-dire? C'est quoi les horaires, Ouais, 6h30, vers 6h30. Je pensais qu'il allait faire le coup, je me lève tôt, je me lève à 9h. Non, ok. Non, je suis un couche-tôt et un lève-tôt. Je sais pas, c'est mon rythme. Je mets pas de réveil, hein, vraiment, j'ai rien, c'est comme ça. Et attends, couche-tôt, c'est-à-dire 22h, quoi. 22h30, 23, okay. Ouais. Ok, prêt à avoir des enfants, toi? Non, pas du tout. Si. Non, pas en du tout cas, tout. Ça, c'est bon, c'est coché. T'as quand même les timings déjà. C'est bon, c'est coché. C'est mon rythme. Tu vois, j'ai toujours eu... Enfin, donc toi, tu joues jamais le soir, en fait? Jamais. Mais... D'accord, elle est horrible la session du soir, c'est la pire. Mon cerveau ne marche pas, moi. Ouais. Genre, je mange, enfin, je dîne le soir, tu peux jeter tout à la poubelle, je peux plus rien faire. Et non, du coup, le matin, je me lève, j'ai 2-3 petites routines, petite cohérence cardiaque, petit hanky, et puis hop, on saute dans l'action, et puis pendant 2-3 heures.
Après, je sais pas, je fais un jogging, je travaille. Et puis l'après-midi, c'est beaucoup plus freestyle en fonction de l'action ou pas. Mais t'es plutôt. Tu préfères. Ouais, donc tu sais, en général, on dit qu'on priorise les choses les plus importantes. Là, on est le plus frais le matin. Oui, donc là, ça, c'est vraiment le grind. Moi, le matin, c'est là où j'ai vraiment la plus grosse énergie. L'après-midi, ça fonctionne moins bien. Je mange pas, tu vois, je fais rien le matin, mais juste très rapidement, je peux être très focus. Il me faut juste 30 minutes, quoi. Il y a 30 minutes, je peux jouer à un niveau où je juge vraiment mieux que l'après-midi. Même si les tables sont moins bonnes, mais du coup, ça nous force un peu à battle. Le matin, elles sont mieux, non? Le matin, il n'y a rien. Enfin, je veux dire, il va falloir. L'après-midi, t'as de l'action entre 14 et 17? J'ai l'impression qu'il y a plus de monde l'après-midi. Ouais. Le matin, j'ai pas mal de heads-up, moi, quand même. Voilà, c'est comme ça que je m'en sors. Je trouve de l'action comme ça. Mais juste, j'ai pensé, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au solver, je pense que surtout au début, quand c'est sorti, si on essaye de s'y intéresser, je pense qu'on aurait pu se perdre assez vite et que c'est vraiment c'est même pas que du temps perdu, je pense que ça pouvait être très très contre-productif. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ouais, j'ai l'impression. Pour beaucoup de. Moi, je sais qu'au tout début, quand Pio Solver est sorti, en fait, tout le monde a essayé de mimiquer le solver. Et déjà, personne n'utilisait la fonction de Node-Lock, alors que ce qui est quand même l'une des fonctions les plus utiles du solver. Et du coup, tout le monde essayait de mimique, en plus avec des ranges qui n'étaient pas forcément les mêmes. De manuel d'utilisation. On te file juste un truc qui converge, on te dit bon bah c'est la solution. C'est là où l'edge aussi. Ah bah si c'est la solution. On était sur du Pio en plus à l'époque, donc on rentrait vraiment tout de A à Z. Tu peux très mal rentrer les trucs. Tu peux très mal rentrer les données. Même maintenant, déjà, très vite faire des conneries. Il y avait typiquement ça, tu pouvais mal rentrer les données. Moi, je sais que j'ai fait partie, mais comme Nico, moi, la première année où c'est sorti, j'avais l'impression d'avoir mon jouet, de me dire, je vais l'utiliser mieux que tout le monde. Je vais finir le jeu, quoi. En fait, je pense que c'est l'année où mes résultats étaient peut-être le plus bas. Déjà, je grindais moins, parce que je bossais beaucoup plus. Mais est-ce que tu grindes déjà? Je ne gagne pas. Non, mais tu gagnes moins. Et en plus, je pense que j'ai fait plein de trucs à l'envers. Je pense que les 6 premiers mois, tout ce que je faisais, j'aurais pu jeter à la poubelle. Voilà. Alors après, t'as appris quand même des choses. T'as appris des choses qui te servent. Mais en termes de temps, EV trouvé, je pense que c'était une catastrophe. Et puis surtout, au début, ça éveille la curiosité. Donc ça se comprend que tu fais attention. Enfin, je veux dire, tu as un bijou entre les mains, tu te dis avec ça, peut-être que sait-on jamais sur un malentendu, hop, je coupe la file. C'est la toute première fois où on a une solution. Parce que avant c'était tu parles à un pote, il te répond. Poker Snowy, truc comme ça à l'époque. Ouais, il y avait Snowy aussi au début. Il y avait Snowy au tout début, mais où tu jouais, c'est la première fois où tu jouais un peu contre un bot, quoi, le Snowy. C'était pas mal, quoi. Mais Snowy c'était cool parce qu'il y avait tout ce côté trainer un peu. Tu pouvais jouer contre. C'est le début des drills, quoi. C'est le début des drills aussi, parce que c'était un réseau neuronal. Ah, c'était pas. Ok. C'était le tout début, Ouais, c'est tout début. Et pour rebondir sur les solvers, il y avait ce truc aussi au début où tu regardais les solutions. Et en fait, le solver, il le faisait tout le temps. T'avais toujours raison. Tu faisais pas d'énormes blunders. Bah, en fait, il le faisait bien. Il le fait 6% du temps. Là. Tu peux te cacher derrière des conneries. Voilà, donc tu pouvais vraiment. Et puis surtout, tu allais chercher la solution. C'est ça. Tu allais chercher la solution dans un arbre de décision qui n'existe pas parce que en fait, le mec en face, il fait jamais ça. Ah ouais, c'est bon, ok. Ouais, donc c'est bon, je peux prendre cette main et tout. La démarche n'était pas bonne, Et du coup, c'est peut-être pour ça que Victor, tu vois, en fait, t'as évité les balles en utilisant, tu vois, ton intuition, non? Non, je sais pas, tu réfléchis, je réfléchissais en termes de range, c'est tout. Et puis en termes de concept aussi, par exemple, t'avais des spots qui étaient très facilement overbluff, je sais rien, des spots barrel où l'adversaire se retrouve très facilement à prendre tous ses draws au turn et à se retrouver à poil complet à la river. Et là, tu peux t'amuser à hero call n'importe quoi. Et tu avais des spots très dry, des spots SI, ou la même situation, où à la river, c'est évident que tu as un as et c'est évident que le mec ne va jamais le mettre. Et donc là, tu peux t'amuser à faire des folds énormes. Je sais pas si tu te rappelles, c'est Doug Paul qui avait sorti une masterclass en heads up. Et il y avait un espèce d'arbre de décision alors c'est le début un peu pas de la MDA, mais tu vois un peu en gros il avait fait l'arbre de décision contre un adversaire et pour montrer un peu les branches de l'arbre où ça overbluffait. Et je sais pas si tu te souviens. Je l'avais prise, ça me rappelle vaguement quelque chose. Après, je te cache pas que tout le contenu poker que j'ai acheté, comme pas mal de gens, j'ai consommé 3 ou 4% du truc et après j'ai arrêté.
Donc Doug Paul, je me souviens très bien des ranges. Ça, c'est des vidéos que j'ai revues plusieurs fois, mais après, tu passes la 3e vidéo, je pense que j'ai jamais rien regardé. C'est le cas de 95% des gens. Hein. Toi, Ali, tu es consommateur de trucs comme ça, des masterclass, Non, pas trop maintenant. Par contre, ce qu'on pourrait donner, ça serait YouTube. Là, il y a des pépites sur YouTube, j'ai l'impression. Ah ouais, par exemple. Ouais, en ce moment, il y a... par rapport au challenge, c'était quand même assez bien, quoi. Par exemple il veut pas dire. Non, mais c'est pas ça, c'est... Le Cash Game Championship qui a été organisé sur des rooms en c'est crypto. Ça. Sur des rooms en crypto, le mec veut pas dire. Le High-Stakes qui est dispo, quoi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est vraiment très qualitatif, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, sur ces rooms, tu peux voir les showdowns. Non, il n'y a pas un délire comme ça. Il y a des tables show. Il y avait des... Ouais, c'est ça. Et c'est pas tout, c'est-à-dire qu'il y avait des tables show, mais il y a des tables pas show. Ils ont récupéré les mains selon l'accord du joueur. Et donc, ils lui montraient. Ça, donc, et tu avais les analyses parfois des joueurs eux-mêmes, et parfois des joueurs, mais t'as Mike Boyfin qui a fait une analyse, enfin je veux dire, c'est pas... T'as 2 heures de vidéo à chaque fois, c'est des contenus qui sont super longs, les mecs ils analysent plein de mains, bon des fois ils déconnent. Quel est leur intérêt de faire ça? Il faut faire vivre la communauté, enfin la communauté s'est crachée. Avec la fin de High Stakes, il fallait créer un engouement. C'est tout, ça s'arrête là. Hein. Puis de toute façon, ces personnes, je pense qu'à partir du moment où tu t'assois à une table, où t'as... je sais pas, 6 des 10 meilleurs joueurs du monde. Et bon, ok, il n'y a pas Drake, mais tu vas quand même jouer contre ces mecs-là. Je pense que ton intérêt, c'est vraiment la compétition, c'est le jeu. Donc, juste par pur plaisir, tu vas potentiellement partager certaines choses. Ouais. Voilà. Justement, on va parler un peu de montée en high stakes, tout ça. Quand est-ce que, dans votre progression, avant... Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on appelle, on aime beaucoup en parler, des haha moments, un petit peu les déclics, gros déclics dans votre carrière, toi, Ali, c'est quoi? Dernièrement, non, presque aucun, parce que en fait, t'en as plein des petits, donc j'en ai pas un en tête. Le seul truc, je crois que c'était dans mes tout débuts, c'était un mec, il avait... ça m'a fait rire. Genre, moi, j'avais une paire, j'étais face à un bet, et je me suis dit, bon, est-ce que je dois payer, est-ce que je dois folder? Et là, le mec, d'un coup, il raise. Et là, je me suis dit, oh waouh! Et là, j'avais eu un déclic. Mais à proprement parler, un vrai déclic comme ça, ou une idée, tu vois, que jamais je n'y pensais, c'était au tout début. Non, pas particulièrement. C'est vraiment de longue haleine, c'est petit à petit. C'est plein de petits trucs en travaillant qui... Ouais, pas eu je vais pas dire life-changing, mais tu vois, des fois, il y a vraiment le avant-après qui est très net, quoi, tu vois. Non, mais par contre, t'as l'impression parfois, t'accumules, il se passe pas grand-chose, et puis d'un coup, boum, ça se passe bien, tu te dis, oh, j'ai compris le truc. Non, t'as juste accumulé tout exactement. Ce qui s'est passé et puis maintenant, ça se passe mieux, le run. Ça fonctionne. Voilà, c'est l'effet cumulé, quoi, en fait. Ouais, et souvent, en fait, tu veux voir. T'inquiète pas qu'après, ça va redescendre et puis il va falloir refaire et ça va remonter. Enfin, parce que nous, on veut voir des résultats. Tu veux, du jour au lendemain, lire le concept qui fait que, ah ouais, putain, c'est bon, tac, et ça décolle. Alors qu'en fait, c'est l'accumulation de plein de petits concepts. Et en fait, tu regardes là où t'es et 1 an après, et en fait... t'as progressé de malade et il faut faire l'effort de regarder, je pense, t'as raison, c'est-à-dire vraiment tu te dis bon bah est-ce qu'il y a 1 an, parce que bon ta bankroll peu importe, tes gains peu importe, mais est-ce que vraiment j'ai progressé? En général c'est pas mal un bon exercice à faire, soit te filmer, soit d'analyser une main. T'analyses une main, tu donnes ton thinking process sur une main et 1 an après tu réécoutes ce thinking process et tu vois ok, qu'est-ce que tu aurais rajouté en plus et en général tu peux pas mal, ouais. Bon, il faut attendre 1 an. Te filmer c'est vraiment pratique de te filmer aussi pour le coup, parce que tu vas pouvoir voir tous les petits trucs que t'as pas pris, ou que par exemple juste un open, tu vois, un truc que tu prenais pas au début, peut-être par peur, parce que t'avais appris un nouveau concept mais t'oses pas aller aussi loose, ce genre de choses. Se filmer, ça marche, je trouve que c'est un très très bon exercice et tu te revois 1 an après et c'est génial parce que là tu t'en rends vraiment compte. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà rencontré ça alors, est-ce que vous vous êtes déjà fait coacher, déjà par exemple, à part le mentoring, c'est pas vraiment du coaching, tu vois, mais est-ce que vous avez été prendre un coach par exemple pour passer un palier par exemple en high stakes? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ça? Moi non. Enfin non, ouais. Mais c'était du coaching finalement, ce que tu faisais avec. Ouais, c'était un peu ça. Mieux, je pense, pour le coup. Toi, moi oui. Yves, ouais. Est-ce qu'il y a eu ce truc parce que là on parlait par exemple du résultat, souvent quand tu te fais coacher, si juste derrière, tu vois, ça marche très bien. Souvent ça se passe mal. Ouais, mais limite c'est mieux que ça se passe mal parce que en fait ça te. Je sais pas s'il y a vraiment des nouvelles choses, ça te dérègle. Trop d'infos et ça te dérègle. Presque tout le temps parce que tu essayes d'appliquer, mais tu oublies ce que tu faisais avant. Tu sais, tu t'emmènes les pinceaux au début. C'est normal. Tu perds du naturel dans qui marchait déjà un peu dans ton jeu. Ouais, un peu, je pense. Un peu. Tu forces les choses et c'est sans doute la pire chose à faire au poker, c'est forcer les coups. Je vais essayer de
Donc ouais, non, moi au début non, mais après. Ça a été pourquoi tu as pris du coaching? Ça a été pour passer un step pour, Ça se passait très bien sur le .fr et pas très bien sur le .com, donc je voulais changer ça. Et donc, et ça a été bénéfique? Ah oui, très. On l'embrasse. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Investissement rentabilisé. Attends, Victor, je voulais revenir juste sur toi, sur les aha moments. Toi, est-ce que tu as eu comme ça des déclics qui t'ont marqué dans ta progression? Ouais, il y a eu le moment où j'ai fait mon année full poker, la première année. Donc, où David a commencé à m'expliquer certains concepts. Donc, ça s'est ressenti notamment au niveau de la red line. Et ouais, là, c'était vraiment un gros shift dans le jeu. Ça a vraiment changé. Elle droppait? Elle droppait avant, ouais. Elle droppait bien. De toute façon, il t'aurait pas gardé si elle droppait. Hein. Disons que ça a été corrigé en quelques temps. Et après, elle faisait que monter pendant au moins quelques années. Aujourd'hui, c'est plus stable, voire ça rebaisse à nouveau. En heads up, est-ce que je sais pas ce que c'est? Ça dépend vraiment des adversaires. On embrasse Pierre s'il nous écoute. Ouais, au final, je viens de voir passer sa redline dans le ciel. Au final, c'est ton adversaire qui va décider un peu si elle est up ou pas, parce que ton but c'est juste de t'adapter. Oui, c'est ça. Bah justement, contre un adversaire qui est ce qu'on appelle un redliner, toi, tu vas plutôt être un blue liner. C'est en gros, tu vas plutôt le catch ou le. Non? Faut pas trop regarder ça. Pas trop, honnêtement. Ouais. C'est pas évident parce que ça peut devenir vraiment stable pour les deux. C'est-à-dire, si honnêtement, tu peux arriver à même s'il est très aggro, tu peux quand même avoir une forme. Ouais, s'il est vraiment trop aggro, au bout d'un moment, tu vas juste le battre parce qu'il t'a juste à payer, tu t'en sortiras beaucoup. Enfin, il abandonnera trop vite. Mais si jamais il est aggro malin, ça risque de se stabiliser, je pense, plutôt. Normalement, ça devrait être à peu près. Et pour du 6-max, parce que par exemple, pour du 6-max, tout à l'heure, on parlait de mid-game, mais là, il y a vraiment des compos de table où c'est juste impossible d'avoir une red line gagnante. Enfin, c'est même pas forcément le plus intéressant. Plus des rooms, je pense. Plus sur des rooms, rooms particulièrement. Je pense que quand tu joues le .fr, c'est probablement assez faisable d'avoir une redline positive, voire très positive. Quand tu joues les .com, avec des adversaires qui sont beaucoup plus sticky, beaucoup plus forts, c'est à mon avis beaucoup plus dur d'avoir une redline positive, et c'est peut-être même un leak en fait, en soi. C'est contre-productif, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est quoi la redline parfaite? Elle est limite break-even, quoi? Ça dépend de ton field. Elle flat, ouais. Ça dépend de ton field, je pense. Mais pour parler de la redline, il y a plein de facteurs en fait, et tous ces facteurs vont être multipliés en gros par la fréquence à laquelle tu vas voir les flops, surtout, je trouve. Donc, si jamais tu as une redline, si jamais tu as une agression correcte, mais que tu foldes rien pré-flop et que tu vas avoir tous les flops et que tu t'en sors bien, bah là, en fait, elle va juste exploser ta redline. Donc ça, je pense que c'est aussi... c'est quand même à prendre en compte, quoi. Donc, c'est impossible d'avoir une grosse redline si tu VPIP très peu. Toi, elle est comment ta redline? On est en train vraiment de parler de redline. Non, mais pour le coup, la redline, c'est vrai que c'est un truc aussi qui est très... C'est un mythe aussi. Hein. Ouais. Un truc... elle est up, moi, mais ça dépend. Parfois, elle flat et puis parfois, elle up. Mais elle down. Est-ce qu'il y a des très très bons joueurs en high stakes, des top joueurs qui n'ont pas de redline? C'est jamais horrible. C'est jamais horrible. Faut vraiment... Si c'est horrible, ça veut dire que tu es vraiment un hit, quoi. Ouais. Ça peut pas être horrible. Ça peut perdre, mais ça peut pas être horrible. Ouais, donc il y a quand même des mecs qui sont... qui Bah, si tu regardes par exemple le graphe si tu vas sur Smart End, tu regardes le tout premier, je crois que tu as accès à son graphe, donc c'est Barak, tu verras la redline elle descend un peu comme ça. Wisdom, Wizbrock, Wizbrod. Ouais, les mecs, il y a personne qui a... Barak, c'est Barak. Barak, numéro le plus gros gagnant de GG, voilà. Ok, et donc lui il a pas... Ok. Mais attention, c'est presque flat, mais ça descend un peu, quoi. Ok. Pour parler de progression, qu'est-ce qui change entre un joueur de mid stakes et un joueur de high stakes? Est-ce qu'il y a tant de différences que ça? Qu'est-ce qui fait que le joueur de mid stakes, il est pas C'est quoi le switch nécessaire pour faire la bascule? Tu veux... Vas-y. En .fr, je dirais qu'il n'y a pas énormément de différence entre un joueur, je sais pas, NL mid-stake, on dit quoi, 200 à high stakes 2000, on peut faire simple comme ça. Ouais, ça va être ça, okay. 200, 400 et là, je dirais qu'il n'y a pas une immense différence, peut-être les classiques, quoi, un manque d'agressivité, peut-être une compréhension du jeu un peu moins profonde. Par contre, dès qu'on va passer sur du highstakes.com et peu importe la stakes FR,
Là, pour moi, il y a un gros Donc, tu veux dire entre la 5-10 et la 25-50 ? Ouais. Pour moi, ce gap, il est vraiment monstrueux. Surtout si tu aimes Grégoire. Là, il faut vraiment faire gaffe. C'est vraiment les mecs qui sont... c'est carré, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est juste... Et c'est là où toi, tu avais le plus de soucis, justement ? Moi, c'était en 5-10 à l'époque, quand j'essayais de jouer le .com. Déjà, le niveau était beaucoup plus haut. Et une fois que tu comprends vraiment la logique de comment les spots fonctionnent et que tu arrives à juste à jouer quelque chose d'assez propre, quoi. Bien sûr, il faut pas jouer juste propre, sinon tu t'en sors pas. Il faut bien créer de l'argent quelque part. Donc tu joues propre et derrière, quand il y a une opportunité, tu la saisis. Tout de suite, ouais. Voilà, exactement. Et tu essayes de trouver un ou deux adversaires plus faibles. De toute façon, c'est comme ça, c'est tape tourne. Il y en a un qui est un peu plus faible que les autres, même pas que ça soit ça. Et donc tu joues solide et puis s'il y a une opportunité, tu la prends. Ouais. Voilà. Toi, tu dirais quoi, Victor ? Moi, je dirais que ça tilte plus en 200-400 qu'en 600-1K sur le .fr. C'est après les quelques sessions où j'avais des 400, je me souviens des fois des joueurs qui faisaient des grosses dingueries par rapport à, en tout cas beaucoup plus qu'au-dessus. Et ça se vérifie assez souvent. Du coup, c'est quoi ? C'est mental un peu l'expérience, la dinguerie là que tu lâches semblable d'un coup, c'est un peu l'expérience qui fait que tu le fais plus après. Tu le fais plus, ouais. Bah ouais, tu tiltes moins, ou alors tu t'es plus solide dans tes plays, tu vas moins faire de choses qui sont de gros punts en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a pas l'expérience, t'as raison, ça joue vachement quand même. Hein. Est-ce que c'est pas aussi la réflexion ? Moi, j'ai cette impression quand tu vois, tu commences à jouer, on va dire 600 plus, juste les timers, juste le timer. Les mecs réfléchissent, tu vois, il y a personne qui snap toutes ces décisions. Très peu de joueurs, tu vois, je trouve. Il y en a évidemment, mais il y avait Olivier P à l'époque. Non, mais bon, mais alors qu'en 200-400, tu vois, les joueurs, je trouve, c'est rare que le mec fasse le tour de la boucle pour prendre sa réflexion sur un spot, tu vois. Juste basiquement, tu vois, les timings. Est-ce que c'est pas parce que plus haut, on amène la réflexion des fois un petit peu plus loin, pas forcément 10 crans au-dessus, mais juste un petit peu plus loin sur même une décision un peu plus classique entre guillemets. Oui, je pense. Je pense que c'est... Bah après, ça, je pense que ça dépend vraiment du joueur, pour le coup. Que ce soit en 200-400, que ce soit au-dessus, il y a des joueurs qui ont l'habitude de jouer beaucoup de tables, de jouer vite. Il y a des joueurs qui aiment prendre le temps de la décision, le temps de la réflexion sur toutes les décisions. Ce qu'il faut éviter, je pense, quelle que soit la limite, de toute façon, c'est d'avoir un jeu qui va être très automatisé, ne jamais se poser de questions. Ça, c'est vraiment un jeu de réflexion, le poker. Il faut vraiment réfléchir à toutes les décisions, même parfois les plus évidentes. Même si tu peux quand même... En fait, tu vas avoir automatisé une partie de tes décisions, c'est-à-dire, en gros, c'est une partie de ta réflexion qui est automatisée, mais... Il y a tellement de paramètres, en fait. Donc, même les c-bets les plus évidents, les sizings les plus évidents de c-bets, donc à moins que tu aies un plan de jeu en un seul sizing, tu peux toujours essayer de réfléchir un petit peu à l'adversaire que tu as en face de toi. Surtout si c'est un joueur récréatif, tu peux vraiment aller chercher quelque chose et se contenter se contenter d'une stratégie hyper simple, de la répéter sur plein de tables sans trop réfléchir, c'est vraiment c'est le début des ennuis en fait. Ça, je pense. On parlait tout à l'heure de maths et comment toi comment on réfléchissait dans les mathématiques quand tu arrives, Olive, dans une main de poker. Est-ce que comment tu visualises ? Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit quand tu commences une main de poker ? Waouh. Pas évident, ça. Est-ce que tu hiérarchises ? Tu as toujours les mêmes points, tu vois ? Tu prends toujours les mêmes points dans le même ordre. Ouais, j'ai l'impression que déjà tu dois prendre je sais pas, des décisions river surtout, j'imagine, et on va dire que tu as pas des process pour des groupes de situations, j'imagine, tu vois. Tu as tout un tas de groupes de situations et le principal à faire, c'est en gros tu as la range et tu la fais et tu passes des filtres à chaque fois, que ce soit des filtres par rapport à la line qu'il a utilisée ou des filtres par rapport à des reads, par rapport à des sizing, par rapport à des timings. Puis à la fin, tu arrives, voilà, tu as bien filtré la range, et donc tu définis son range à lui, et ensuite, après avoir défini, tu vas devoir réfléchir à ton range à toi, pareil, fous les filtres, et après tu vas emboîter les concepts théoriques qui font que cette range contre ma range, eh bien, par rapport à ce SPR-là et ses positions, il vaudrait mieux faire ci ou ça. Là, dit comme ça, c'est peut-être un peu barbare. Non, mais c'est perdu. Non, c'est pas barbare. Peut-être un peu barbare, mais... C'est pas barbare, mais c'est... C'est quoi ? C'est hiérarchiser la prise de décision par rapport aux informations. C'est pas que ça, c'est juste qu'est-ce qui... Tu vois, parce que, en fait, c'est assez abstrait. Qu'est-ce qui se passe dans ton esprit
tu vois, quand on joue à Stakes, quand on joue des mecs très forts, qu'est-ce qui se passe? Je joue une main, je commence une main. Comment, tu vois, comment tu réfléchis, quoi? Est-ce que tu visualises un peu des choses? Est-ce que tu vois comment ça se passe un peu dans ton esprit? Quand tu joues contre un joueur régulier? Ouais. Ok. Bah, quand tu joues contre un joueur régulier, si tu connais pas cet adversaire, tu vas commencer par jouer à un jeu qui va se rapprocher le plus possible de la théorie, ne pas faire trop peut-être de dingueries, ou alors peut-être de dingueries qui vont fonctionner si l'adversaire justement n'a pas ces informations-là sur toi. Tu fais tes petits exploits de base que ça. Et puis au fur et à mesure que tu le joues, tu vas en fait dessiner un portrait robot. Donc tu vas dans ce spot-là, il va te montrer cette main, ça va te donner une information sur sa façon de réfléchir, sa façon de jouer. Et après, peut-être que toi, tu dois prendre des notes en post-session pour essayer d'affiner un peu ton portrait robot, relire ces notes-là, ou alors peut-être que si tu as l'habitude de jouer ses adversaires, tu vas dessiner ce portrait robot au cours du match, en fait, au cours de la session, et tu vas voir que peut-être, je sais pas, son attitude va changer, il va avoir des timings un petit peu plus rapides, il va commencer à s'agacer, ou moi je vais commencer à m'agacer parce que je perds 4-5 buy-in, et c'est vrai d'un côté comme de l'autre. Et en fait, voilà, en fait, c'est ça, c'est dessiner un portrait robot. En tout cas, en heads-up, c'est comme ça. Et après, quand c'est du Six Max, pour hiérarchiser les informations, je pense que le plus important, c'est le profil. Faut regarder la personne que tu as en face de toi, et c'est presque plus important que les cartes que tu as en face de toi au final. Mais tu vois, en heads-up, j'ai l'impression que vraiment, c'est une attention à tous les détails, quoi. Que tu peux pas laisser passer, tu peux laisser passer un détail, c'est vraiment une perte de V directe. Ouais, après c'est vrai que tu fais quand même beaucoup plus attention aux détails dans des dépôts qui sont très gros ou dans des très gros coups que sur les petits spots, surtout si tu as beaucoup de tables. C'est pas justement finalement contre-productif, parce que les gros pots finalement c'est souvent soit c'est des setups ou c'est... Oui, mais après, la personne qui est en face de toi, il a les mêmes armes. Donc, si tu joues beaucoup de tables et que tu peux pas faire attention aux petits spots, bah lui non plus. Donc, peut-être que le travail se fait hors table aussi, mais c'est vrai que tu te bats avec tes armes et lui aussi, et voilà. Toi, Ali, le profiling comme ça, c'est important par rapport à tout ce que tu as appris. Tu as appris beaucoup de théorie, toi. Mais comment tu fais la part des choses entre la théorie, le profiling, les notes, l'exploit, tout ça? Moi, je préfère un peu plus le Six Max, parce que le problème, j'adore le heads-up, mais le seul souci, c'est que tu n'as aucun moment de repos. C'est-à-dire, quand tu joues, tu es tout le temps sollicité, donc c'est beaucoup plus dur de réfléchir, quel va être mon plan, puis tu le réajustes, et puis blablabla. Non, tu es tout le temps dans l'action, tu vois, tu n'as pas trop le choix. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas mal d'essayer de se concentrer sur les pots les plus gros à ce moment-là, et d'avoir un jeu très très solide sur les pots classiques. Un peu, là, tu payes, voilà, c'est une main, tu la payes, ça s'arrête là. Et donc, pour le Six Max, j'ai le temps, du coup, et au premier lieu, tu vas vraiment te concentrer principalement sur le joueur récréatif. Comme ça, tu vas avoir le plus d'informations sur lui, parce que l'edge, elle est là-dessus. Et après, voilà, tu vas avoir... moi, j'ai des notes sur tous les joueurs, en gros. Et clairement, c'est assez clair. J'ai un plan du pré-flop à la river, presque, suivant les gars, quoi. En fait, c'est quelque chose que tu fais beaucoup hors des tables, d'étudier les joueurs? Pas tant, non, parce que je le faisais quand vraiment je jouais vraiment du reg war et que j'avais des gars que je jouais tout le temps. Là, maintenant, c'est pas forcément le cas. Et le truc, c'est que je joue très peu de tables, moi. Genre, j'en joue 4 max. Et donc, à 4 tables, quand j'ouvre les notes et que les mecs sont souvent les mêmes, du coup, juste vite fait, j'ai mon plan et je regarde qui est c'est pas forcément les plus faibles, mais c'est ceux qui ouvrent le plus de portes, quoi. C'est-à-dire un mec qu'on considère bon, mais si jamais, en fait, il joue 40% des mains et qu'il agresse partout, forcément, il y a un moment où il va devoir... un moment où il s'expose, le garçon, et donc à ce moment-là... Plus t'exploites, plus t'es exploitable, toi. Ouais. Donc voilà, je vais essayer d'être assez concentré quand je vais les jouer. Parce que c'est là où tu dégages un vrai edge, tu peux dégager un du vrai coup, t'as des décisions, je sais pas, mais ça peut paraître pas grand-chose, mais le mec... même sur un C-bet, tu vois, le mec, tu sens qu'il c'est une machine de guerre, il va t'en foutre partout, c'est un warrior, du coup, peut-être flop, c'est pas le moment de rester, tu vois, peut-être il faut sortir. Si tu vas fold turn ou river alors qu'il va tout le temps barrel. C'est ça, c'est pas grand-chose, mais c'est des petits ajustements, si tu les fais à chaque fois, tu vois, petit à petit, tu dégages un... Ouais, tu fais une différence. Ouais. Quand est-ce que vous avez commencé à jouer des stakes qui... Voilà, ça commence un peu à piquer les yeux. Saigner du nez, quoi. Et comment vous êtes adapté et comment vous avez fait pour ne pas être trop impacté par les swings quand on commence à parler de pas mal d'argent?
On est plus sur l'aspect mental là pour le coup. Parle-nous de ton mois janvier. non, Victor, toi qui donc t'es spécialisé en heads up, donc d'ailleurs comment t'as fait la bascule de Six Max au heads up? Spécialisé, en fait je me suis mis à jouer en heads up quand il y avait peut-être pas d'action ou des gens qui attendaient aux tables juste pour voir un peu comment ça se passait, vraiment par pur plaisir du jeu, sans me poser de questions de s'il y avait trop de rack ou s'il n'y avait pas d'edge ou ci ou ça. Et au début c'était compliqué. Et après, de fil en aiguille, ça s'est amélioré, ça s'est bien passé. Voilà. Ouais, et du coup, t'as monté les limites aussi en heads up? Alors, en heads up, pas trop. Les limites, je les ai montées en full ring. Oui, c'est vrai que t'as commencé en full ring. J'étais en 5 max, je crois, juste sur NL10. Et après, je suis passé en full ring et j'ai monté jusqu'en 400, principalement sur Winamax. Et après, là, j'ai commencé à faire la bascule sur le 5 max, le 3 max, et puis... c'est à partir de la 400 et de la 600 que je me suis un petit peu mis au heads up. Et ensuite, j'ai cumulé heads up et 6 max en 400+. Ok. Et après, pour les limites jouées, les très hautes limites, il y a la 10-20 sur Winamax. Et quand j'étais expatrié, j'ai essayé un petit peu de jouer sur les rooms.com en 15-30, mais très très peu. En 10-20 sur le .com aussi, et un petit peu en 25-50, mais il y a vraiment très très peu de volume sur ces limites-là que j'ai joué. Et puis les line-up doivent être bien tough quand même. C'est beaucoup plus dur, ouais. C'est beaucoup plus dur, j'ai trouvé. Et le problème, c'est qu'il y a moins d'action aussi que sur les limites plus basses. Et quand on connaît un petit peu la variance et quand on connaît les swings que tu peux avoir en 25-50, est-ce que ça représente, je me suis quand même posé des questions sur la suite, sur le fait d'aborder l'avenir sereinement, on va dire. Et je me suis un petit peu recentré, surtout quand je suis rentré en France, je me suis recentré sur comment faire en sorte de mettre un petit peu à l'abri une partie de cette bankroll que j'avais montée pour pouvoir aborder peut-être des shots plus tard, un peu plus sereinement. Donc je me suis concentré là-dessus pendant 2 ans et encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens un petit peu plus en sécurité avec des investissements à droite à gauche, pour aborder les swings que ça représente à ces limites-là au final. Mais quand tu as, pour la première fois joué en 1K, par exemple, tu étais étudiant, ça représentait beaucoup d'argent parce que... C'était le but, d'arriver jusque-là, parce que c'est vrai que c'est un peu, un peu symbolique. Voilà. C'est ça, mais comme t'as pas eu trop de pression? Si, au début, t'as de la pression, bien sûr. Je pense que j'ai pas trop de souvenirs honnêtement de la 5-10, donc a priori ça a dû bien se passer, parce qu'on n'a pas de souvenirs, ça a dû bien se passer. Mais en 200, je me souviens quand j'ai commencé mes shots en 200, il y avait une semaine où j'avais vraiment beaucoup souffert d'un swing de 30 buy-in, donc voilà, 6 000 €. Et ça, je me souviens que ça m'avait vraiment beaucoup affecté. Après, en 5-10, je ne me rappelle pas avoir eu spécifiquement, j'ai sûrement eu des downswings, j'en ai eu, c'est sûr, mais je ne me rappelle pas de swings qui m'ont particulièrement affecté au moment du shot. Après avoir été installé, ça j'en ai eu, et j'en ai eu des assez violents. On va en parler. Et allonge-toi, ça va bien se passer. T'as pas eu ce cap mental. Toi Olive, est-ce que tu l'as eu comme ça sur une limite où tu as senti que mentalement, là, c'était soit dur de passer ce cap tout seul, soit, quels sont les ajustements que tu as eu si tu as connu un peu cette peur de jouer tes premiers pots à soit 1000 balles, soit 2000 balles, quoi. Soit 200 même, je sais pas. Non, mais ça peut arriver. Il n'y a pas de. Ça peut même en NL10, il y a des joueurs qui vont avoir un blocage. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Je pense Victor l'a bien décrit. En fait, ça me l'a fait à peu près à toutes les limites où genre c'était un peu waouh. En fait, tu as du volume souvent jusqu'au moment où tu en as vraiment plus beaucoup. Donc j'ai commencé à. Moi, quand j'étais allé à Lisbonne, du coup, j'ai joué 25-50. Ça se passait OK. Ça s'est plutôt bien passé, 25-50. Quelques shots en 50-100 moins bien, mais la 25-50 absorbée, en gros. Et là, j'ai commencé à jouer ça, c'était des grosses games, du coup. C'était sur des apps. Et là, c'était 50-100 en T100. OK. Ouais. Donc là, c'est quand même costaud. Et là, ça se passe, j'étais sur un upswing, donc j'y suis allé, ça se passait bien. Et puis, à un moment, ça a été trop violent. Et donc là, j'ai décidé c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il n'y a plus trop de volume. Je suis pas sûr du tout de mon edge sur ces games-là. Je suis sûr de mon edge ailleurs, jusqu'en 10-20, jusqu'en 15-30. Et donc j'ai cut ça pendant un temps. Et j'y suis retourné après peut-être 7, 8, 10 mois plus tard, quelque chose comme ça. J'avais besoin de me purger, je pense. Et si tu devais donner un conseil tous les deux à quand on prend son shot,
Il y a toujours ce truc de on arrive, on pense que les joueurs c'est tous déjà beaucoup plus forts que nous. On pense que tu sais faut être encore plus agressif pour s'en faire sortir. Qu'est-ce que c'est comment on réalise un bon shot? Faut pas faire ça. Ça faut pas le faire, voilà. Faut pas le faire. Et ça se passe beaucoup mieux en général. Faut pas faire ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire de dire que tout le monde est meilleur. Ça marche pas. Faut rien changer. L'esprit humain, ça marche pas. De dire faut pas faire. Faut pas faire ça. Il faut se casser la gueule une fois, deux fois, trois fois, et puis la troisième fois, ça se passe beaucoup mieux. Ok, le super conseil. En gros, il faut perdre pour apprendre. Ce que tu dis, c'est en gros quand tu fais ton shot, c'est juste tu changes rien en fait. Non, si ça fonctionne en dessous, il faut jouer son jeu, il faut jouer le jeu que tu as appris à jouer, target les bons profils, etc. Parce que tu sais pas vraiment faire tu vas pas faire un jeu que tu ne connais pas, tu vois. C'est là où c'est comme si tu viens de te faire coacher et tu essaies de vraiment trop en faire. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est... Ouais, il faut vraiment pas en abuser, je pense. Et aussi, il faut pas le sacraliser, je pense. C'est-à-dire, allez, tu te prépares quand même un petit ton shot. Tu te dis combien tu es prêt à perdre, quand même, ça c'est important, pas faire n'importe quoi. Mais tu te dis, on verra bien. Tu vois, il faut pas se mettre la pression si ça se passe mal, si ça se passe bien. Juste, là, voilà, j'y vais, je le sacralise pas. Je suis pas 10 ans en attente, ouais, trop bien, je vais shotter. Non, c'est, là, la table est belle, j'y vais, et puis on verra bien. Je prépare ma somme à perdre. Et puis de toute façon, la carrière de joueur de poker, c'est des shots en permanence. Oui. Tu passes ta vie à faire des shots, quoi. Ouais. Donc, peut-être qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on s'habitue tu perdre. Non, mais est-ce qu'on s'habitue? Je veux dire, à un moment, en fait, tu vas prendre ton shot en 25-50 alors que tu as pris tous tes shots avant. Est-ce que finalement, c'est un peu comme les autres? Est-ce qu'il y a toujours ce stress qui perdure? Chaque nouvelle limite, tu auras un stress. Après, si t'es installé, t'es installé. Il y a l'enjeu financier. Et puis 25-50, c'est la limite où tu as un peu des mecs. Il y a des nouveaux joueurs, quoi. Contrairement à la 5-10-10-20. Beaucoup les mêmes. Et puis il y a des 25-50, tu passes à autre chose. Il y a des boss de fin quand même sur 25-50. Ouais, tu te retrouves avec des. D'ailleurs, ça vous a. Alors, pareil, ça, de jouer, de passer de. Tu joues des mecs que tu as l'habitude de jouer sur le .fr qui sont pas connus, tout ça. Et d'un coup, tu joues des top joueurs, vraiment des mecs de la partie technique, quoi. Ouais, des mecs qui sont dans la partie technique. Ça vous est arrivé? Comment vous l'avez géré? Ou t'as un peu d'appréhension. Tu sais, j'imagine que tu joues en challenger au tennis et d'un moment tu vas jouer des tournois du Grand Chelem et tu vas te retrouver contre Nadal, quoi, à l'époque. Vas-y. Honnêtement, j'ai pas beaucoup joué ces joueurs-là en Six Max. Après, en heads-up, j'en ai joué quelques-uns sur Wina. C'est plus facile en heads-up. Mais je le savais pas, en fait. Okay. Je savais pas que c'était des joueurs de très haut niveau et je l'ai appris qu'après. Et c'est vrai que quand j'ai appris ça, ça désacralise justement. Et ça donne envie de jouer les autres, pour le coup. Ouais, t'as joué qui, notamment en personnalité J'avais joué beaucoup Lucky CPS. Ok. C'était sur PokerStars, ça, non? C'était sur Wina. C'était sur Wina. C'était sur Wina, donc était un partenaire de jeu, voire même un colocataire, si je dis pas de bêtises, de Stéphane. Qui à l'époque était considéré comme un des meilleurs. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup joué. Je savais pas qui était ce joueur, je savais qu'il était fou et qu'il donnait énormément d'actions, qu'il était très exploitant. Et moi, je m'amusais beaucoup à le jouer. Et et ça se passait bien, des fois moins bien, des fois bien. Ça dépend, c'était par période. Et au final, quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit on va essayer de jouer contre d'autres. Ouais. Ça trempe, quoi. Ça t'a pas impressionné plus que ça, quoi. Y a pas eu non, parce qu'au final, on est tous humains, en fait. On est tous humains avec une souris et on se débrouille. Sauf Berry Sweet. Sauf Berry Sweet, peut-être. Toi, Ali? Honnêtement, en 25-50, j'ai pas eu de Cador. Enfin, genre, Limus, il la joue pas. Kevin Paquet, même. J'ai pas joué David Jones, tu vois. J'avais pas trop ces gens-là, moi. Seul que j'ai joué, il était déjà sur la redescente un peu, c'était Stéphane. C'était pas un HU, mais c'était Stéphane. Il était déjà dans un côté. Tu sais, avec son histoire, là, où il est arrivé des conneries. Il était déjà tilté, tu vois. Ouais. Donc, non, je n'avais pas énormément. Enfin, c'était des mecs genre Marius Gier, c'était des gars comme ça, ils sont très forts. Plus c'est Dex, peut-être, ça vous parle plus. Dex sur PS. Avec le chiffre derrière Dex. Dex avec le clown. Ouais. Voilà, c'était ces gars-là, mais c'était. Juste pas idolâtré. Revenir vite fait sur l'histoire de Stéphane. Attends, mais Stéphane, on est d'accord, il s'est broke? Non, mais je crois que sa femme, sa copine de l'époque, lui a tout pris. Je sais pas exactement, mais c'est une histoire sordide où il y a des millions qui ont été pris par ça. Je crois pas dire de bêtises, faudrait regarder sur le. Je crois que c'est ça. Il y a une histoire.
il a été interviewé. Il y a eu un moment où il y avait un tournoi Heads Up. Il était là avec son cigare, là, c'est ça. Et cette vidéo, et finalement, il pleure. Il est coaché par. Oui, il dit je suis Brock. Il est coaché I'm Brock. Comme ça, là. Il est coaché. Il est stacké par, si je dis pas de bêtises, Avrora. Donc c'est un mec qui fait aussi des vidéos YouTube. Et mais d'ailleurs il joue bien, tu vois, sur le tournoi Heads Up, il explique pas forcément ses plays, mais tu vois toutes ses cartes, donc c'est quand même bien. Mais juste, mentalement, ça doit être très très dur pour lui de se parce faire que c'était vraiment, il s'est fait scam, je crois plusieurs millions. C'est pas de l'argent que t'as perdu au table, quoi. Ouais, c'est ça. Pas la même chose. Hein. Et il a tout monté au table pour le coup. Donc c'est ça qui est terrible, genre. Ouais, c'est un vrai. Il a eu, toute la reconnaissance qu'il mérite avec son Heads Up avec Limitless, c'était légendaire, genre. Ouais, c'est clair. Je t'ai coupé là-dessus, et donc après les. Non, mais j'en ai pas joué. J'ai pas joué d'énormes cadors, moi. Pas énormément. Et c'est un objectif d'aller jouer ça? Parce que par exemple, tu vois, en MTT, maintenant, l'objectif, c'est les tritons tout le temps. Ouais. Est-ce que vous, vraiment, allez jouer les meilleurs du monde sur les plus grosses tables et justement se faire aussi, par exemple, là, on parle de mecs, on connaît tous leur pseudo. Est-ce que se faire un pseudo, c'est un objectif aussi? Ouais, jouer avec, clairement, c'est un. Moi, là, les moments où j'étais le plus heureux quand j'ai joué, moi, c'était le matin. Je jouais en NL, on était en 2K, 3K principalement, 4 tables, les mêmes gars sur toutes les tables. Un reg peut-être un peu moins bon et encore. Enfin, tu vois, et là, il y avait des bons pots et tout. Et j'adorais ça et c'était le moment où j'étais le plus heureux, quoi. Genre, c'était je comprenais pourquoi je joue au poker, quoi, tu vois, à ce moment-là. Bon, on peut pas tout le temps faire ça, parce que sinon, faut trouver un subtil mix entre des parties très rentables, voilà, il faut un joueur créatif ou peu importe, et le kiff, quoi. Alors, il y avait des questions sur le CP, je sais pas si tu les as regardées, et j'ai rien compris. Pas tout. Alors, il y a les private jokes, je crois. Vous préférez être obligé de jouer 24 ATM heads up toute la journée, short stack. Ok, ou Béchari sur une table de 9 max, mais vous avez le droit qu'une heure par jour. Explique-moi, traduis-moi s'il te plaît. Je pense que c'est un bon récré à Béchari. Soit tu joues un short toute la journée, avec tout le plaisir que ça procure, soit tu joues un fiche sur une 9 max, une heure par jour. Ok, et on dit, est-ce que Zinzenada vous manque? Non. C'est qui? Mais il est revenu. C'est qui ça? Je l'ai vu là, il y a 2-3 jours. Ouais, c'est qui? Ziné Zidazoda, c'est. Ah, Ziné Zidazoda. Ok. J'ai pas bien. Ah. Mais non, mais tu m'en as déjà parlé. J'ai eu le temps de le répéter, son pseudo. Ouais, tu m'en as déjà parlé, non? C'est qui, qui lui? Il est très fort. C'est un joueur finlandais apparemment. Ah, mais c'est celui que tu. Déjà, j'ai oublié. C'est Croc D. Bravo. Et c'est un joueur qui est arrivé sur Winamax il y a, je sais pas, 2 ans. En grillon, quelque chose comme ça, non? Voilà, grillon quelque chose. Et il m'a fait très mal. Oui, je me rappelle. Ouais. Ah, il joue pas beaucoup, en fait. Je sais pas où il a appris à jouer. Solide. Il doit faire partie de la team des pays nordiques très très fort. De toute façon, ce qu'on a dit, ils sont revenus en force. On en a parlé il y a quelques jours. Les Finlandais, c'est genre tous les boss de Heads Up, c'est des Finlandais. Il y a une belle école en Finlande. Ouais, mais il est finlandais, Berry, je sais même pas. Mais Berry, il est pays nordique. Pays nordique, c'est 100%. Suédois, il est suédois, mais ce que tu me disais, Prodigy, c'est ça? Finlandais? Prodigy américain. Anglais. Super. C'était américain, le mec parlait pas du tout. Parce qu'il est allé il était chez Yamaha aux États-Unis, c'est pour ça, je pense. Ok. Putain, les mecs qui connaissent. Vous connaissez un peu tous les les joueurs ils le disent dans les là où j'ai proposé de regarder les vidéos YouTube avec le Championship. Ils racontent leur vie. Ils racontent toute leur vie. Ils parlent c'est vraiment cool. C'est vraiment. Là, tu sais tout après. Ah ouais, après tu connais tous les insights. C'est ça, exactement. Alors que tu vois, on n'a pas accès, je trouvais ça vraiment super cool, moi. Ouais, c'est vrai. Je vais aller jeter un coup d'œil. Il y a une question pour toi, Ali. Quelle est ta saison des Anges de la télé-réalité préférée? Pourquoi on me demande ça? Parce que, en fait, c'est un gars, genre, à un moment, mon pseudo, moi, j'ai jamais regardé vraiment les Anges, je regardais les Marseillais, genre, à l'ancienne. Et j'ai pris un pseudo, genre, par rapport à ça, et ça l'avait fait marrer. Ce mec dit, mais c'est quoi ce truc et tout? Je fais, c'est ça. Et ça l'a marqué à vie, quoi. Et donc voilà, donc il n'y a pas du tout. Pas gros fan. Ça s'arrête là, quoi. C'est vrai. On parlait de bad run. Comment tu les gères, les bad run mentalement? Est-ce que tu travailles ton mental? Est-ce que tu fais, je sais pas, est-ce que vous avez fait appel à des coachs mentaux, des choses comme ça? Oui, en ce moment, je travaille avec Lolo. Et donc le nom qui revient toujours. Classique. Donc ça se passe très bien. Laurent Delbrel de PMS. Ça se passe très bien. En général, je fais plus souvent appel à lui quand ça se passe mal aux tables que l'inverse. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. Alors qu'il faudrait faire l'inverse. Ce que la plupart des joueurs font, malheureusement.
Et ouais, non, ça se passe très bien. Après, c'est vrai, comment gérer les bad runs, en fait, on a l'impression qu'on va pouvoir s'y habituer à un moment donné, mais en fait, on s'y habitue jamais. Et c'est toujours la même chose. On s'y habitue jamais, c'est très vrai ça. Et est-ce que montre-nous que tu es humain, est-ce que toi aussi tu penses que tu ne vas plus jamais gagner au poker de ta vie? C'est le moment d'arrêter. Là, ça va, là, ça fait quelques jours que j'ai plus touché une carte, donc ça va mieux. Le petit break. Mais oui, à la fin du mois de janvier, c'était très difficile. Ouais. Et est-ce qu'on peut parler, pour savoir un peu, en swing, ça donne quoi? Là, c'est 50 buy-in en ce moment. D'accord. Ah, et 50 buy-in. Okay. 50 buy-in? Ouais, 40, 50. Principalement un cas? Il y a pas mal de HU. Par la conversion. Ce qui est bien, en plus, la 1K, c'est facile à compter. Il y a pas mal de heads-up. Et oui, c'est principalement de la 1K. Ouais. En stack moyen, c'est j'aime le sang. Ça fait donc 50 000 €. Il l'a dit. C'est le chiffre. C'est le chiffre. Mais il y a des grosses remises en question du genre je vais m'arrêter, je vais plus gagner, c'est le moment de stop. C'est toujours comme ça. Tout le temps, c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps. En fait, il faut tout le temps se répéter les mêmes choses, il faut se rassurer en discutant avec les autres joueurs qui sont autour de toi. Faire des petits check-up, voir un petit peu si tu as déréglé quelque chose, parce que c'est vrai que c'est facile de dérégler quelque chose dans ces périodes-là où tout se passe mal, où tu as l'impression de plus gagner un pot, de plus savoir jouer, de plus passer un seul bluff, de quand faire un seul bluff, te le faire call tout le temps. Tu veux renforcer les coups là. Et c'est toujours pareil. Et en fait, c'est vrai que c'est important d'être entouré dans ces cas-là, enfin dans ces moments-là. Et qu'est-ce qui t'aide justement dans ces moments-là? C'est de savoir que c'est normal, ou de savoir que de toute façon ça s'arrêtera forcément, tu vois, qu'est-ce qui t'aide à t'en sortir de... Les autres, c'est l'entourage hors poker qui te sort un petit peu de cet environnement-là. Quand t'es expatrié dans un pays à zone grise et que t'es seul, entouré de joueurs de poker, ça peut vite devenir assez difficile. Mais quand t'es entouré d'autres personnes qui sont hors de ce milieu-là, c'est vrai que ça aide quand même pas mal dans ces moments. C'est le cas, genre je sais pas, avec ta compagne ou avec. C'est le cas. T'en parles justement avec. Oui, j'en parle. Elle le sait en général. Elle le sait, ouais, parce que je fais la gueule. Et elle me soutient énormément et ça m'aide beaucoup. Et après, c'est vrai qu'il y a les autres joueurs, donc les personnes, les binômes de travail, les personnes avec qui on discute du jeu, qui vont, elles, pouvoir regarder un petit peu ce qu'on fait aux tables et pouvoir nous dire si vraiment il y a un problème ou si c'est juste passager et il faut continuer à jouer, quoi. Oui, juste un orage et voilà. Forcément. Et ça va passer, quoi. Ouais. Et toi, Ali, comment tu gères les downswing ou... Alors, principalement, ce qu'a dit Victor sur avoir un équilibre de vie à côté, c'est très important, je pense. Et moi, ce que j'aime vraiment faire, c'est essayer de... Parce qu'en fait, quand tu as un downswing, tu as l'impression de faire que perdre, tu vois. Donc, j'essaie de gagner quelque part, j'essaie de gagner ailleurs. Et voilà, peut-être, si jamais je perds, si jamais objectivement, j'ai l'impression que je joue vraiment bien et que j'arrive à me rendre compte que ça va, je continue. Sinon, après, je me dis, il va falloir calmer l'hémorragie. Soit tu considérais que les tables que tu jouais étaient à une EV assez... Voilà, tu vois, par exemple, je disais que je faisais du régoire. Peut-être c'est le moment où t'arrêtes, tu vois, c'est ok, c'est pas grave. Peut-être le heads up, tu t'y es mis il y a pas longtemps, ça vient de là, t'arrêtes, tu vois. Il faut, personnellement, j'ai besoin peut-être un peu de me rassurer au bout d'un moment. D'aller chercher une partie un peu plus soft, juste de voir du vert, peu importe la somme, pour moi, de voir du vert. Il faut changer le mindset parce que sinon, c'est comme quand quelqu'un te roule dessus, il bet, tu fold, la seule fois où tu colles, t'es sûr que tu colles mec, quoi. Il n'y a pas de débat. Donc c'est un peu la même idée, je pense. Vous êtes aussi venu ici avec quelque chose dans votre besace, puisque sinon Victor il serait pas venu. Fallait une promo. Je viendrai quand j'aurai quelque chose à vendre. Qu'est-ce que vous nous sortez de beau, chapeau les deux? En fait, donc avec Victor et Basile, on lance un CFP où on va vous transmettre un Google Form. Et après, on donnera peut-être tous les détails de comment ça va se passer, quel cours on va donner, à quelle fréquence, pour qui aussi, c'est quand même important. On va pas essayer d'avoir beaucoup d'élèves, ça sera quand même des joueurs. Le but, ça serait quand même d'avoir des joueurs de NL 100, 200 et plus, quoi. Qui sont déjà pro, du coup. Ouais, c'est ça, NL 100, 200, même 400, 600, 1000, il y a pas de. Je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de joueurs.
Et voilà, après, on sera plus précis sans doute sur les détails. Mais vous allez pas prendre 20 élèves Ah non, pas du tout. C'est quoi, c'est une 8-10 C'est ça, par là à peu près. C'est quoi l'intérêt de prendre des joueurs pour les faire progresser et te retrouver après à potentiellement jouer contre eux? Déjà le plaisir de transmettre. Il y a un vrai kiff. C'est ça, il y a un vrai kiff de devoir transmettre. J'ai toujours eu, moi, personnellement, 1 à 2 élèves avec moi depuis 2020, tu vois. Donc, toujours été un vrai plaisir et ça s'est toujours très bien passé, une vraie relation de confiance. La plupart étaient break-even, ça a pris un peu de temps, ils ont tous fini up, tu vois, c'est très agréable, c'est hyper reconnaissant, tu vois, enfin, je sais pas, et... Après, on s'entend bien tous les trois, ça nous permet d'avoir un projet à 3. Mine de rien, c'est quand même cool une aventure ensemble. Après, je sais pas si tu as d'autres points. Ça donne beaucoup de sens à tout ça aussi. Et moi, de mon côté, je sais que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'ai commencé à faire ça depuis mars dernier. Ça se passe très bien. Et c'est vrai que quand on m'a proposé, quand Olivier et Basile m'ont proposé de monter ça avec eux, je me suis dit pourquoi pas. Et ça me permet aussi, de mon côté, de mettre un petit peu de responsabilité dans le travail du jeu. Ça me permet d'être plus régulier et de aussi progresser, j'espère, un peu plus de mon côté. Parce que je n'ai pas envie d'arrêter de jouer aujourd'hui et je sens que c'est quand même plus dur, c'est quand même plus compétitif. Que le fait de ne pas trop travailler aujourd'hui, peut-être que je le paye un peu plus qu'avant. Et avoir cette structure, ça me permettra aussi, j'espère, de continuer à progresser, continuer à aller de l'avant avec ce jeu. À te structurer toi-même finalement aussi. C'est ça, voilà. Vous savez, parce que comme vous êtes quand même connu dans la communauté française, vous allez avoir beaucoup de demandes, ça va être difficile de faire le tri, ça va se jouer comment? Ça va être... on va faire un peu aussi au feeling et puis ils vont remplir les formulaires et puis on verra bien, je pense. Il n'y a pas de... Comment on gère un CFP en France avec l'imposition, tout ça, c'est pas compliqué de faire ça en France? Non, tu fais une structure, après, c'est normal, quoi. Ouais, c'est Victor qui va s'occuper de ça. Ça veut dire que Victor, il est dans l'entreprise. Tu montes une boîte. Après, il faudra qu'on rentre vraiment dans les modalités, mais on lance ça d'ici 1 mois et demi, donc on a encore le temps de bien gérer. Ok, c'est d'ici un mois, ouais. Un mois, on lance, donc là, les recrutements vont arriver. Comment vous allez faire vous allez faire une petite promo, tout ça, ou il n'y a même pas besoin finalement? Vous avez déjà une promo. Okay. C'est votre promo. Et après, on s'était dit, sur tous les forums publics. Venez sur le CP, ça va être rigolo, on va voir si les gens osent taper sur vous. Parce qu'en général, dès qu'il y a une... là, ça serait quand même cavalier, là. Et juste, il y a autre chose pour laquelle je suis assez enthousiaste de créer ce CFP, je trouve que le niveau en France au poker n'est pas assez... Peut-être j'aimerais bien justement qu'on ait une team qui monte un peu, pourquoi pas sur les tables un peu .com, high stakes, et que vraiment on ait une communauté, parce qu'il y a des communautés d'Allemands, des communautés d'Espagnols, vachement, vous voyez, nordique, on l'a dit, il n'y a pas les Français, quoi. Donc je trouve ça un peu il y a triste, des Français, mais tu veux dire c'est des individualités. Ouais, c'est ça. Et encore même, tu vois, genre la communauté vraiment high-stake espagnole, il y en a 4, 5, 6 vraiment ancrés, ils sont là, tu vois. Il y a pas les Allemands aussi, il y en a beaucoup. Et tu vois, les Français, c'est vrai qu'on n'est pas assez... en cash high stake, il n'y a pas grand-chose. Ça pourrait être chouette, tu vois, qu'on partage ça à plusieurs ensemble, franchement. Donc peut-être si on peut lancer une tendance. Une petite tendance. On mettra les mains dans la partie technique avec plaisir. Écoutez. Est-ce que. Attends, une petite question comme ça, bonus, parce qu'on parlait des shots, de ce type de choses, mais est-ce que par exemple, quand vous faites un shot ou que vous avez eu des gros gains, est-ce qu'il y a eu des petits kiffs? Est-ce que vous faites partie des joueurs qui vous faites des kiffs, je sais pas, une belle montre ou autre chose? Ou pour le coup, pas vraiment, quoi? De mon côté, pas vraiment. C'est plutôt des kiffs journaliers au resto. C'est des kiffs, c'est des kiffs éphémères, on va dire. C'est plutôt des restos, des bonnes bouffes, un peu de vin, voilà. Toi, c'est vraiment, c'est épicurien, toi. C'est vraiment les trucs dans lesquels je mets beaucoup d'argent. Oui. Ouais. Enfin, beaucoup d'argent, je mets un peu d'argent. Tu m'appelles, quand vous connaissez Victor, vous le rencontrez au restaurant. Il est au restaurant. C'est quoi ton plus gros kiff restaurant que tu t'es fait? Le plus gros kiff resto, c'est le Plénitude à Paris, je crois.
Ok. C'est le restaurant de. C'est un 2 étoiles Non, c'est un 3 étoiles. 3 étoiles, ok. Respecte-le. Gling, gling, gling. C'est un 0 étoile, c'est le resto de l'hôtel de luxe qui a été monté par Bernard Arnault, là. Je sais plus comment il s'appelle. Le Cheval Blanc, si je dis pas de bêtises. Ok, on va vérifier. Attention, il y a le FBI derrière. Direct, tu poses une question, le FBI, il est direct. Le menu. Vas-y, mets le menu derrière. C'est ça, c'est le Cheval Blanc. C'est validé. Steven, est-ce que tu peux nous trouver le menu et le prix, s'il te plaît. Menu enfant, s'il te plaît. C'était magnifique. Et ça, c'était vraiment incroyable. Ça valait le kiff. Ça valait le kiff, ouais. Ça valait ces caves de NLK. Toi, Olive, tu te fais des kiffs, pas trop? Non, pas particulièrement. Enfin, vacances tous les jours. Enfin, tous les jours, vacances tous les jours. Non, je suis emmêlé, mais genre, le mec s'en mêle de ouf. Non, mais genre quand tu pars en vacances, bon bah voilà, tu prends un hôtel sympa et tout. Mais sinon, le seul kiff vraiment, c'était à la fin du Covid, donc 2020 où ça s'était bien passé. J'en avais parlé avec mon frère et lui il adore, tu vois, il adore un peu les belles choses, il aime bien dépenser, tu vois, contrairement à moi, il fait mais allez, vas-y, prends-toi une montre, fais-toi plaisir. Bon bah d'accord. Voilà. Et du coup, bon bah là, je me suis fait un kiff, je m'étais pris une montre pour mon anniversaire, mais bah voilà, rien de dingue, honnêtement. Bon, rien de dingue, franchement. Casio, une petite Casio. Voilà. Ouais, Richard Mille, 600 000, bon, ça va, c'est bien passé. Bon, on a le plénitude là, ouais, mais en général, sur un truc comme ça, il n'y a pas les prix. Ah, on va vraiment l'afficher pour tout le monde comme non, ça. Non, bah oui, ça. Mais attends, mais c'est un beau resto et autant. Attends, on leur fait la promo, ça se trouve, ils vont nous inviter. À mon avis, ils mettent peut-être pas les prix sur le site. Non, ils vont pas les mettre, mais par contre, fugons ensemble, quoi. Moi, Symphonie. Tu te rappelles ce que t'avais mangé? Si, il y a des prix. Proposé. Votre fugue en 4 actes. Il n'y a pas écrit, mais sans le vin. 450 €. Il n'y a pas écrit, mais le vin n'est pas présent. J'imagine que c'est le. C'était un cadeau d'anniversaire, donc c'était encore meilleur. Alliance de vin, 195. Beau plaisir. On va passer sur la partie technique maintenant. On va passer sur la partie technique et on a d'ailleurs parlé de pas mal de pseudos durant l'émission. On va les retrouver sur les tables. Allez, c'est parti pour la partie technique. Alors on a 2 mains. On a pris une main. Alors je vois pas sous la tête. Ah bah oui, il y a vraiment. Là, la table, c'est une belle table. Alors on est en 50-100, il y a du Prodigy, du Muniestar, du David Jones, du Kevin Paquet. Et Victor se ferait plaisir. Ça ferait... Là, vous adoreriez jouer sur cette table full reg comme ça là. Ah ouais, avec grand plaisir. Elle est dure, elle. Hein. Donc on va être dans la peau de Kevin en big blind. On va faire face à un open de Muniestar au bouton 225 sur 50-100. On a 19 suités. Est-ce qu'on 3-bet tout le temps? Est-ce qu'on call? Vous faites quoi dans cette situation? C'est marrant en 3-bet là quand même. On part pour 3 bets. Victor aussi? Oui, 3 bets. Tu pourrais ne pas me faire l'affront de me demander, me demander mon avis, s'il te plaît. Après, c'est de. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, moi plutôt, je vais plutôt. J'ai 2 cartes okay. Quel sizing? Sur 225. x5, ça fait combien? Ça fait 11,25. 1125, non? Allez, non, dans ces eaux, on va faire 1250. On fait un petit peu plus et cher. Juste sur la table, il y avait Munez. C'est clairement, il a la flemme. Hein. Munez, David Jones, Kevin Paquet, Prodigy, c'est qui le plus fort? Normalement, ça serait David Jones, mais après, bon. Hein. On va voir après ça. En même temps, il a foldé, donc clairement, c'est pas lui. Ils avaient tous 10 000, il avait 50 000, David Jones. C'était le seul. Ah oui. Voilà, pour l'instant, il monte des sous. On a été payé. Et c'est pas notre flop. Valet 6-2 avec 2 cœurs. Le pot fait 2500 balles. Est-ce qu'on c-bet ou est-ce qu'on check? Victor, tu fais quoi ici? T'as 3 bêtes, 19 de carreau, ça devient Valet 6-2 avec 2 cœurs et un trèfle. Parce qu'il connaît pas encore l'ordre des cartes, c'est bien. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui nous écoutent en podcast. Je sais. Je fais mon travail, monsieur. Abonnez-vous. J'ai pas d'avis là-dessus entre give up et c-bet cher. Ok. Cher, c'est au-dessus de 50%, je pense, mais j'ai pas d'avis entre les deux. Ok. Ali? Moi, j'aurais 50, mais je pense que je vais être 50% quand même. Ok, comment? Pour un give up d'autres mains, pour un give up quoi, roi 7, des choses comme ça peut-être. Ça, quand même, ça connecte un peu, non? Le fait qu'on ait juste backdoor straight, ça permet de... On a avec le 6 et le valet, ouais. Ouais, check fold, ça doit pas être affreux. Hein. Comment? Tu check fold ou tu bet? Non, moi je sais pas, j'ai bien envie de bet aussi. Half-pot? Ah bah, de toute façon, si on bet ce board, je pense qu'on bet pas, on bet jamais small, donc... On va pas bet. On va checker et Munez va check back. Voilà, turn gratuitement. La turn, il faudrait que ça nous intéresse un peu. Ouais, une petite gutshot, voilà. Un petit 7. 7 de carreau maintenant qui apparaît, donc ça y est, on a notre petite gutshot. Est-ce que maintenant on bet après check flop?
ou est-ce qu'on continue de checker? Non, là, il faut miser par contre, je pense. Ok, tu fais quel size ici dans 2005? Je pense qu'on peut faire un truc comme pot, voire léger overbet, où on peut s'amuser à faire un sizing un tiers ici, l'un ou l'autre. Un tiers, tu jouerais autour de quoi, toi? Un tiers, tu jouerais autour de quoi, du coup? Un tiers, je jouerais autour de potentiellement des Valix que j'aurais checké au flop. Et puis après, il y aurait 9, 9, 10, 10. Ok. Ali. Est-ce que 9-9, ça peut pas mettre une patate là? Parce qu'en vrai, les valets, il va rarement check back. Et même en théorie, je pense pas qu'il y ait... Moi, j'aurais bet 75%. Ok. Sur un 3K, Victor un peu plus cher, comme manche. Ouais, c'est bon, vas-y. Tapis. Oui, voilà. Tapis. Non, mais on va faire très small, encore plus small qu'un tiers. On va faire même un quart. Ah, c'est quoi, c'est As-Roi, ça? On fait un quart et on est payé. Ouais, par c'est As-Roi. C'est As-Roi, ça. Hein. Ça, c'est As-Roi, oui. Ouais. On va voir la river. Donc un As ou un Roi, c'est bien. Non, une paire. On fait un 9. On est nuts, là. On fait un 9. Maintenant, on est nuts, comme dit Olive. Qu'est-ce qu'on fait, justement? Est-ce qu'on value bet? Est-ce qu'on... Là, As-Roi veut check maintenant. As-Roi veut check, mais on pourrait éventuellement imaginer un petit 10% pour s'amuser à coller des raises, des trucs comme ça, non? Raise par quoi? J'en sais rien. J'en sais rien, une espèce Juste raise, c'est drôle. de As-Dame, de Roi-Dame, un truc comme ça, un Roi-Dame avec cœur, quelque chose comme ça, non? Est-ce qu'il pourrait raise moins bien? Si tu dis 10%. Genre, ouais, paire de 8, c'est un raise si on dit 10%? Oui, je pense. C'est ambitieux quand même. Bah, nous, turn, on dit on a As-Roi, et là, quand on dit 10%, on dit qu'on a encore As-Roi. Hein. À mon avis, ça doit pas être si affreux aussi. Ouais, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en As-Roi River, ici, on est... Moi, je check. Qu'est-ce qui va nous coller de moins bien, au final? As-Dame. Ouais. Bah, en vrai, ça représente une énorme partie de son range, je pense. Hein. Ah, mais du coup... Oui, As-Roi chez nous, ouais. Mais... As-Dame chez lui. Oui, As-Dame, mais il va pas coller. Bah, si tu payes 10%, tu payes 10%, il est obligé de payer. Je sais pas si As-Dame représente 60% de son range. Ouais, je sais pas, non, peut-être c'est beaucoup moins. Mais... Est-ce que si tu check, il va miser avec As-Dame en bluff? Je pense pas. Non, jamais. Et du coup, pourquoi t'aurais pas envie de miser tout petit pour le forcer à coller ces mains-là ou alors à relancer avec ces mains-là? Ouais, je me demande juste si. Non, je suis d'accord avec toi, je me demande juste si c'est avec 10 et 9 qu'on veut faire ça. Moi, je crois que j'aurais mis genre. Bête. Toi, t'as envie d'être plus cher avec 19 justement parce que c'est trop strong? Bah, du coup, ça veut dire que tu rep As-Roi qui après. Ah non, le As-Roi tu check, donc tu rep. Tu sais, As-Roi t'as des bluffs. T'aurais quoi après, par exemple, comme main qui peut bet small cette turn et bet cher cette river? Est-ce qu'on a. Quoi, c'est un board qu'on va se bet quand même relativement souvent, non? On va bet quoi, plus de 50% du temps? Après, franchement, cette main, c'est vrai que check, c'est finalement assez compréhensible parce que quand j'ai l'impression que les outs qu'on a sur notre main sont pas incroyables quand c'est des outs vers le haut, quand c'est la dame, quand c'est le roi, c'est vraiment pas des outs qui sont confortables à barrel. Et en plus, on n'a pas de trèfle, on n'a pas de cœur, donc franchement, give up cette main, je trouve ça tout à fait ok. Ouais, lancez-vous. Et après River, franchement, moi je bête petit là-dessus. Je pense que je bête petit parce que j'ai l'impression que ça va déclencher des trucs, que ça va mettre As-Dame qui est quand même très présent dans une situation infernale. Si la paire de 5 est moins, et c'est dans une situation qui est très compliquée aussi. Et après, il peut toujours avoir des miss flush draw qui ont check back le turn, enfin le flop, pardon. Et c'est vrai qu'avec toutes ces mains sur cette River, après qu'on est bête tout petit, ça donne très 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 envie de faire une folie. Donc bet petit et call le shove, je pense. Donc ça veut dire par contre qu'il est censé avoir aussi des mains en value quand il va raise. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il aurait 6-7, il aurait pas raise turn. 6-7, il aurait pas raise turn sur un tiers? Non, parce que en général, comment dire, c'est vrai que s'il décide de raise, 6-7, c'est vrai que c'est un bon raise, mais 10 et 8 chaté. 10 et 8 chaté. C'est vrai que c'est. Elle est gourmande celle-là. 6-7 c'est un bon raise au turn, mais au même paire de 7 c'est un bon raise au turn. Mais après, est-ce que c'est pas un nœud ou le call vs petit bet où il va prendre beaucoup plus d'argent river que soit la river par rapport à un fast play au turn où finalement il y a assez peu de raise intuitif. Mais même si la paire de 10 par exemple, il peut te raise. Hein. Là, si tu bloques. Paire de 10, là, je vois pas pourquoi. On a sous-joué toute notre vie quand même. Parce qu'on a vraiment pas beaucoup de valets qui. On a sous-joué toute notre vie. En fait, est-ce qu'on a raise en value paire de 10, ce serait fort. Mais ce serait bien. Mais c'est pas. On est d'accord qu'ici, on n'a aucune main forte du flop.
On n'a aucun brelan qui check back, on n'a pas de deux paires. Bah, peut-être brelan, mais. Ouais, à part deux valets, quoi. À la limite, tu fais pas beaucoup. Mais juste, je viens de réaliser que. Comment, par rapport à ta question, comment est-ce qu'on sait bet ce board? En fait, c'est quand même un board où on a 3 bêtes de bébé, donc on n'a pas trop As-Valet off. Et par contre, Munez, il a vachement cette main. Donc ça fait une dynamique que du coup, les boards Jack-High, enfin, ouais, les boards Valet haut, c'est moins pour nous, ouais. Non, je dis pas qu'il va check back, je dis juste qu'il l'a dans son range et nous on l'a pas trop dans notre range. Donc les boards, genre par exemple c'était un board de 10 haut, ça aurait été beaucoup mieux qu'un board valet haut de ses positions. Donc à mon avis, c'est une des raisons pour lesquelles on doit pas trop bouger avec 10 C9 comme Kevin. Enfin, si Kevin a checké, c'est pas pour rien, je pense. Ok. Bon, du coup, moi j'aurais bet la half pot de chair par là. Ouais. Ok. On va bet, on va faire. Il fait mentir tout le long. Il va jam ou va call, c'est ça. Ah bah de toute façon, Victor, il est déjà sur le bouton call. Effectivement, ça jam. Donc, alors du Victor, coup, on a la line, ça va call. Ça va, il va pas jam 10-10. Si il jam 10-10, c'est non, c'est du il jam génie. pas, il raise non-ligne, je pense. Oli, toi, tu pareil, tu bet call cette river. C'est pas le genre Munez à jam 10-10 ici, non? Munez, tout le monde pensait que c'était un hit et il a incroyablement bien réussi pendant le challenge. Ils se sont rendu compte qu'il était pas du tout, qu'il était quand même très fort. Hein. Qu'est-ce que c'est bien, tu fais une partie technique, les mecs ils connaissent les gars. Parce que j'en parlais avec lui au resto. Ils le disent, c'est pas moi. Des mains que tu vois, c'est peut-être pas le mec qui fait le plus de grosses dingueries, de value bet fin, etc. Mais par contre, du coup, ça veut dire qu'il est hyper. Bon, de toute façon, il est hyper polar et du coup, qu'est-ce qui chaufferait genre une main comme. Ah, si, une main qui peut faire ça chauffe, c'est quoi? C'est As-10 de cœur. Genre en mode on n'a pas trop les cœurs, c'est pas mal en vrai. Oui, ça c'est bien, mais c'est un combo quoi. Peut-être. De toute façon, il a pas beaucoup de value, honnêtement. De toute façon, c'est sûr qu'on a call. Parce que 10 et 9, c'est compliqué d'avoir mieux pour call. Ouais. Il faut trouver la main. Bon, tous les deux, en tout cas, c'est bet call. River, personne bet fold. Ah, honnêtement, non. 6-5 de cœur. Le 5 devrait pas être très utile, mais. Ah, peut-être, tu sais, sinon 7 et 8. Est-ce qu'un 7x on transfo, 7 et 8 de cœur. Ou 7 et 8 sans cœur. Sans cœur. Check back, call, 7 et 8 de pique. Pourquoi pas? Ouais, il y a ça aussi. Et pourquoi 7 et 8? Mais je pense un 9, c'est bien. Pourquoi ça colle pas 7 et 8? Bon, il peut faire les deux. Parce que c'est pas un. Tu parles bien devant ton micro, Ali. Ok, bah normalement, les mains qui peuvent payer peuvent shove parce que elles ont propriété de bloquer, de partager en tout cas des cartes avec sa range de value et potentiellement de bloquer les nôtres. Qu'est-ce qui donnerait plus envie de call ou de jam par exemple? Normalement, en théorie, il n'y a pas forcément de préférence. Maintenant, en pratique, bah, si tu jam et qu'il fold de tous ces catchers, bon, bah, tu chauffes, tu vois, ou inversement. Et pareil pour les calls. Allez, on est bien avancé. J'ai l'impression que s'il s'est retrouvé là, franchement, si c'est pour fold, j'ai un peu du mal à comprendre. Moi, quand t'as dit 7 et 8, Chichi, il a eu un petit clic-clic. Moi, j'ai un petit. Est-ce qu'il aurait 8-8 aussi pas? Non, 8-8 semble vraiment un call pour le coup. Bah, je prends 7 et 8 alors si tu veux. Ouais, 8-8, ouais. On a 7 et 8. 7 et 5, non. 5-5 par exemple. C'était 7 et 5 5-5 7 et 5. 5-5, c'est bien. Ouais, je pense 5-5, c'est bien. Bon, allez, il faut se décider. Victor, une main. Allez, 5-5. 5-5 pour Victor. Ouais. As-10 de cœur. As-10 de cœur pour lui. Comment? Et moi, ce sera 7 et 5. 7 et 5, pas 8 et 7. T'es vraiment un enfoiré. T'es vraiment un enfoiré. Dis-moi juste que c'est pas 8 et 7 Je dis rien. On joue trop de heads up, je vais du prendre coup on 7 et overplay 5. les mains aussi. On va prendre 7 et 5. On a payé. On va découvrir ça. Bon, si après tout ça on a pas gagné, pour moi il l'a là. Hein. Et il avait paire de 8. Wow. Paire de 8. Donc j'aurais payé ça, mec. Il aurait payé parce qu'il peut avoir des A7. Mais il a des 7, il bat des 7. J'ai l'impression qu'on est trop haut, ouais. C'est pour ça que j'ai mis la main. Avec paire de 8, je pense qu'on est trop haut, quoi. On bat quand même des trucs. Et surtout, le spot est pas ouf en plus à bluff. Il a beaucoup plus des mains comme ça que Nuts, là, dans ce spot-là, IP. Donc peut-être que. Par contre, c'est beau. Il fold une tonne, par contre, je crois. Surtout contre Munez, j'imagine. Donc il a dû en profiter, à mon avis. Il a pas dû le faire pour rien. Raté. Il fold beaucoup dans ses spots. Ouais, mais du coup, Kevin, il est connu normalement pour ça veut dire très bien savoir folder qui est battu par et là, clairement, il a induce pour moi. Mais il va fold. Là, il a vraiment on du coup parce qu'il a tout fait pour. Ah, mais du coup, c'est ce que tu commences, c'est que qu'est-ce qui fait fold de mieux? Ouais, je pense que c'est bien de faire ça. Parti, attends, ils sont dans la discussion. Bravo. Au final, c'est vrai, c'est ta gueule. Il est connu pour fold, mais bon là en plus c'est facile, on a le résultat, mais il va rien fold de mieux en fait là. Il va juste fold ce combat avec 2-8. Il va juste fold un 7. Au final. Vous pensez qu'il s'est dit qu'on foldait genre une main comme Dame 9 et qu'on payait un 7 pour bloqueur, j'en sais rien, genre 7 et 8, 6 et 7, là je pense qu'il target un 9 quand il jam de 8 quoi, je vois pas ce que tu target d'autres mais
Je sais pas. Ça paraît, Ok. ça Mais paraît. peut-être j'overplay de dingue et que 10 et 9 c'est complètement. Faut jamais faire ça et que les boards vallées, il faut. Enfin bref. Ça date de quand, cette main? Elle date de ce mois-ci. Elle Ah est ouais toute fraîche. Ouais. Et on continue sur une main toute fraîche. On en a parlé tout à l'heure. Berry Sweet. On va parler chinois. Et on est dans la peau de Meg Boifin. Et on est en H8. De Make Boifin. Make Boifin. De Make Boifin. On a As5 off, une main qu'on adore. Boifin. Make Boifin. C'est vrai que si tu le dis, c'est hyper bizarre quand même. Berry Sweat. Il open Berry Sweat. C'est 480, on est en 100, 200. As5 off ici, on colle tout le temps. Est-ce qu'on 3 bet? Pour l'instant, la session se passe bien. Hein. On est à 100K, il en a 20. Ouais, je paye moi. On a un call chez Olive, Victor. Ouais, on paye, on peut 3 bet de temps en temps, je pense. On paye, on peut 3 bet de temps en temps. Comment je tapis? Moi, je fais tout comme Victor. On va call. Paye, hein, principalement. On va call. Le flop est pas mal pour nous. As. il open shove. Non, mais on fait top pair, quoi. C'est pas mal avec As5 off. On va checker. Et Berry Sweet va faire son C-bet. Il fait un tiers pot. Ici, on colle, on check raise. Qu'est-ce que vous faites? Tu check raise parfois ça? Moi non, mais Non. on doit pouvoir. Hein. Moi je fais jamais. On part pour check call tout le temps. Check call tout le temps, je pense. Allez, Allez, on va on voir check la call turn. tout le temps. On va voir une turn. La turn amène quelques tirages supplémentaires. 10 de trèfle. As, 7, 3, 10 de trèfle. C'est la patate qui arrive. Là. Ouais, là, on va La se prendre. patate arrive. On va checker. Et Berry Sweet, bon, il fait pas la si grosse patate que ça en vrai. Hein. Il fait 1100 dans 1005. Bon, 2 tiers potes. Est-ce qu'on a un check call tout le temps? Est-ce que maintenant on commence à intégrer des check raise? Qu'est-ce que vous faites? Victor? Check call tout le temps, je pense. Check call tout le temps, ok. Olive? Ouais, pareil. Si on check raise des as, faudrait pas avoir le carreau pour faire payer les carreaux, j'imagine. Donc on part. On Hein, check. c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, je colle moi. Et du coup, ici, j'imagine qu'il a plusieurs sizes. Et qu'est-ce qui. Moi je m'attendais vraiment. Ouais, à un c'est overbet. pour overbet, ça. C'est ouais. que j'imagine qu'il va overbet et utiliser ce size. Du coup, qu'est-ce qui mettrait plus dans ce size que. Moi, je... À 6, à 8. Est-ce qu'il peut barrer le 2 valet plus ici? Ou un bon 10? Moi, je pense que oui. Hein. Parce que quand on voit le spot, Oh, c'est vrai qu'il n'y a, putain, mais pas c'est quoi cette- ce il y a jeu pas 7 et 3 off, il n'y a pas 10 et 3 off, et on vient de faire une tonne de 10. Donc, et surtout, si jamais on checkerait jamais de barrel de valet, je pense que c'est très bien. Ouais. Ah ouais, on peut de barrel aussi. De barrel, Non, enfin, ici, parce que... Je sais pas si on peut. Genre, En tout cas, je pense qu'on se fait jamais check raise, donc ça doit jamais être. horrible, hein. donne-moi des mains qu'on a pu float avec un 10, genre des 10x de carreau, des quoi? Mais des... roi 10 tout court. Hein. Non, Ouais, vous parlez de 10x chez Berry Sweet ici, que Berry Sweet value Non. des 10 de Make Boyfriend. Make a des 10 et Berry les value avec sa paire de valets. Et du coup, il a tous les rois 10 off. Est-ce qu'on value un 10 chez Berry du coup? On Ah, peut, ça, on peut, un je 10 c'est pense. beaucoup plus chiant par contre. Hein, parce On que tu peut, bloques non vraiment la calling. Hein. Ouais, mais ça me gêne pas. Je sais pas, 10x de carreau, tu peux. Ok. C'est assez fort. Ouais, ça, c'est une bonne On idée. colle, ça. on colle 100% de nos rois 10 au flop? Ah oui, je pense quand même. Ouais. Ok. Bah, même si on a 0 carreau, on colle quand même. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est évident, c'est évident. On colle tous nos deux, on colle tous nos 6 et 2 off. Oui, mais c'est une évidence, évidemment. Avec 6 et 2, tu bloques. Et en tout cas, c'était pas une évidence. Mais on va check raise. Waouh. Ok, on check Ah, raise. bah alors là, peut-être qu'il est en train de lui dire je sais que t'as les valets maintenant, et puis on va voir ce que ça donne. Débrouille-toi. On fait, voilà, c'est ça. on Oh fait là là, 5x Il le read, quasiment. là, hein. Sur 1100, on fait 4000. C'est vraiment son size qui fait qu'il. Ouais, c'est ça. Moi, je pense. Hein. Parce qu'en gros, il a vraiment pas la main pour, je trouve. il va barrer le as quoi, genre as. Il va check call. Après, Non, mais genre as valet plus, c'est sûr que ça il va va être, check call, il va overbet. C'est qu'il va overbet les meilleurs as-x. Les qui crush. Même à la 5, plupart de ses as-x, en fait, il va les overbet, non il y a ou que pas? Perdas en fait qui fait ça, je pense, en nuts. Enfin, dans son esprit en tout cas. Je réfléchis. Est-ce Mais- que As-10, il va As-10? faire ça avec aussi? As-10, As7. Enfin, plus As10. Peut-être, ouais. Bah plutôt as-7 que as-10, j'imagine. Après, pour pas Berry bloquer la Sweet, cote match, mais non. c'est un joueur qui trick quand même pas mal beaucoup. Enfin, pas mal, je pense. Ah non oui, il est horrible. Donc lui, par rapport à ça, à mon avis, il peut avoir n'importe quoi ici. Il peut avoir 2 As, As7, As10, Ouais. As3, ou alors décider de faire ça avec As3 parce que il a vu que Meg Boffin, de temps en temps, il avait des petites déviations par rapport à ce genre de size. Et que c'est pas vraiment... c'est plutôt un overbet ici, en théorie, avec la partie haute, non? Peut-être aussi qu'il prend avec le 5 de carreau, je viens de penser, parce que peut-être les shoves, c'est genre des combos draw 5 et 4, 5 et 6, et du coup, quand t'as 7 mains, tu te fais moins shove, ce qui est, Ah, c'est pas mal ça, ouais, aussi. pas si mal hein, Ouais. quand Oui. t'as un signe comme ça. Tu obtiens des folds ou alors tu te fais juste bet call. Ouais, tu te fais pas shove la gueule, Ouais. ce qui est, parce que là, tu te fais shove, t'es soit fold, soit très. Ouais, bah, surtout fold, C'est j'imagine. chiant, Mais... En tout cas, Berry n'a pas shove, il a call. Et donc, on va voir la river.
La river complète des petits trucs, mais c'est pas la. Un petit 4. Non, un petit 6. Petit 6. A7, 3, 10, 6. Le pot fait 10K. On a check raise, la turn à 5000. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a 14 000 derrière. Donc on va espère de 1.4. Est-ce qu'on bet la river? Est-ce qu'on check? Est-ce qu'on bet small? Qu'est-ce que vous faites ici? Imaginons, dans ce monde, vous avez check raise, la turn. Ali. Bah, si j'ai check raise la turn, c'est parce que j'imagine que Berry Sweet est en train de se foutre de ma gueule avec paire des valets, paire de 10 avec, je sais pas, roi 10 ou un 10 de carreau. Et donc j'imagine avoir la meilleure main. Et je suis en train de me dire que quand on check call, check raise, on représente très très bien 8 et 9 aussi, mine de rien. C'est très présent, je pense. Hein. Ouais. C'est très très présent. Donc le 6, c'est très très sexy. Il y a 4-5 et 8-9 qui rentrent. Ouais, 4-5. 8-9, je sais pas moi, 8-9, il barrait ce size-là. Bah déjà, je suis d'accord avec toi. T'as jamais 4-5 avec double gutshot? Si, mais je me dis, c'est quand même déjà dilué au flop. Contrairement à... Parce que tu vas en check raise mage flop, tu veux dire? Et ouais, parce que t'as déjà la double au flop. Ouais. 8 et 9, tu vois, bon, tu peux check raise aussi, 8 et 9. Bref, j'aurais misé petit et j'aurais payé le jam comme un sauvage. Line qu'on a vu juste avant, ok, ouais, Victor. Ouais. Est-ce que tu prends? Je sais pas là. Mais bon. Je sais pas, mais si on part du riz de Olivier par rapport au valet, etc., ouais, le mieux à faire, c'est de miser de nous-mêmes et pas de check call. Et après, la question à se poser, c'est est-ce qu'on mise gros pour vraiment faire provoquer un hero call de la part de Berry? Chauve, genre voire même carrément chauve, en fait. Soit on bet petit et on call le chauve, mais franchement... Après, il va pas chauve avec j'ai pas l'impression qu'il va pas vraiment chauve avec des mains. Donc j'ai plutôt envie de faire tapis, là, parce que si... Ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi il aurait check raise le turn, à part justement pour value des mains un peu sin comme ça, comme un 10x de carreau, comme 2 valets, 2 dames, 2 rois éventuellement. Ouais. Et du coup, si on pense qu'il a que ses mains dans sa range et qu'on a vraiment envie d'aller chercher un gros reach chez lui, bah, il faut faire tapis ici et prier pour qu'il héros ses mains. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le seul truc qui m'embête de miser petit aussi, c'est que ça fait presque aucun sens avec tout notre range. Genre, quand tu check raise turn, tu dis quoi? Tu dis j'ai 2 paires plus. Ouais. Et river, tu vas dire bon, bah en fait, non, maintenant j'ai A8. Ou A8, je pense pas qu'on puisse le signer, mais genre, ça serait quoi? Ça serait une 2 paires ouais, remarque si, une 2 paires un peu frileuse, type. Et puis ça va pas marcher. 10 et 7. Pour lui. Ça va non, pas marcher. Ça pue. Ça pue du cul. Donc bet cher ou tapis, ça marchera beaucoup mieux. Je pense que t'as raison. Ok. On va bet, on va pas faire cher. Ah, il a bloc. Fait 3007 dans 10 et on va se faire jam. Il nous met les 14 000 restants. Il n'y a pas 18 000, il a 14 000. Donc on a 10K environ à call. Est-ce qu'on les call? Est-ce qu'on bet fold tout le temps? J'ai l'impression moi qu'il faut payer. J'arrive pas à lui. Soit il a les as, soit il a rien, non? Enfin, en tout cas, si on suit la logique du check raise turn, hein. Si on suit la logique, il faut fold. Hein. Pourquoi? Tu penses qu'il a quoi? Du coup, il a le trap et il l'a. Parce qu'il pourrait avoir par exemple 10 et 8 de carreau. Hein. S'il a un 10 de valet, pourquoi il collerait pas en fait, simplement? Bah parce que regarde, qu'est-ce qu'on bluffe nous là? T'as envie de payer avec 10 et 8? Non, c'est vrai. Mais surtout, si t'as 10 et 8 de carreau, tu peux te dire bon. Ah, et surtout, tu peux te dire 8 et 9, oh boba, je de barrel 8 et 9, je call turn, oh la river, je fais straight, allez, voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait fold par contre quand à 5. Non, 10 et 7. 10 et 7, je pense. On représente 10 et 7, non? C'est compliqué, hein, cette main. Parce qu'au final, il y a peu de one pair chez Mec Boifin qui check raise turn au final. Ouais, donc en jam 10 et 8, tu vois, tu fais fold. En fait, on est quand même assez, on est censé être assez polarisé. Bon là, on n'a pas de jam, donc ça biaise un peu. Si on avait jam, on serait très polarisé, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, fold si on a 10 et 8, non, on représente paire de mieux quoi. Ah non, mais on représente 10 et 7, je pense là. Est-ce qu'on 10 et 7, on peut faire tapis à la place de make? Oui, tu penses? C'est compliqué en vrai, hein. As-3, As-7, As-10. Il y a 5-4, 8 et 9, non, tu 8 et 9, tu peux pas faire tapis. Donc, à mon avis, 10 et 7, c'est la merde la fesse, un tapis. Hein. Ouais, non, mais ça fait sens, ok. Bah, du coup, j'imagine qu'il a payé et qu'il faut trouver sa main. Ouais. C'est possible, maintenant, on sait pas s'il a gagné. Moi, je pense qu'il a perdu. Ouais, c'est sûr, il a dû le prendre pour une bille. Il faut pas prendre. Je pense que Berry Sweet, c'est pas le. Faut pas s'amuser là-dessus. Pas s'amuser là-dessus. Ouais. C'est pas un jambon. C'est bon le jambon. Il peut avoir 8 et 9, quoi, en fait.
Moi, je le ferais pas. Mais après, 8 et 9, est-ce que c'est tout le temps barrel au turn? Parce qu'au final, quand tu overbet ton 8 et 9 au turn, tu perds beaucoup de 7 et de 3 et tu as peut-être envie de garder ton 8 et ton 9 vivant. Ouais, c'est très vrai. On n'a pas overbet turn. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, mais justement, il n'a pas overbet turn. Peut-être qu'il a envie de pas overbet turn. Du coup, il a jamais 5 et 4 par pour garder 7 et 3 dans la range adverse, alors que si l'overbet, il va plutôt les faire fold. De cette manière-là, son 8 et son 9 sont vivants river quand il les touche. Okay. C'est du Baudelaire. Ouais. Et du coup, il a pas 5 et 4 parce qu'il aurait fait folder les 7. Alors, lancez-vous. Victor qui était plutôt sur 400 applications pour le CFP. On colle et on perd. On perd contre quoi? On perd contre 8-9. Hein. Non. Pourquoi pas? Ouais, 8-9. Sinon, 2 As, As-10. On en faut une. Ça fait beaucoup trop de ça, par contre, ça, je peux le faire moi aussi, de trouver les nuts adversaires. T'en choisis un. Merci, Victor. Tu peux avoir pendant 7. Choisis dans un et laisse l'autre. 8-9, c'est cool. 8-9, c'est cool. Ouais, ok. C'est cool, 8-9. Et bon, allez, on va faire. Il a 900 blindes. Il a 4... ouais, il est bien riche, la mec. Il est sur la bonne lancée. On va lui donner 10 et 9 de carreau. 10 et 9 de carreau, ok. On est sur un bluff, du coup. Comment? Les As. 2 As. 2 A. On a payé. Tout le monde, quand même, tout le monde est de l'équipe, on a perdu. Enfin, tu sais qu'on a payé, on a perdu. Je suis content qu'il ait la main que j'ai donnée. La main n'a pas été trouvée. Il a 10 et 4 de cœur. Alors attends, c'était quoi le board? As full notre gueule, mec. Mais mec, c'est vraiment. Ça veut dire turn, il a value 10 et 4, quoi. Il s'en bat les couilles du kicker. On est sur un 10, on s'en bat les couilles. A3, 10, 7, 6, c'est ça? As 7, 3, 10, 6, ouais. As 7, c'est 3, un 10. malade. Ok. Voilà. Bon, bah. On a pris le max. Juste pas. Peut-être, hein, mais j'ai pas. Bah, je suis barrel un 10 au turn pour ça, c'est un peu le coup. Mais bon, contre Make Boy Flynn. Que dalle, hein. Genre vraiment. C'est un peu une insulte, là, pour le coup, le barrel contre lui. Est-ce que c'est possible? Ouais, non, Berry, il a quand même l'habitude. Quand tu vois un mec qui a 100 000 sur la table et que l'autre, il en a 20, est-ce que c'est possible un petit peu quand même? Mec, c'est pas impossible. Ouais. De quoi? Bah, tu sais qu'il est down 5 buy-in en gros. Ouais, il tilte un peu, il a envie de. Je sais pas, il se permet des trucs. Est-ce qu'il force pas le spot un peu, tu vois, ici, en prenant tous les 10 du coup? Je sais pas. Franchement, je pense que. Je sais pas comment il joue. Hein. Mais en tout cas, la probabilité qu'il overbluff, elle est quand même immensissime quand il shove. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez. C'est perdu. C'est perdu. On a bien catch. Une partie technique, on a bien catch. Juste avant qu'on se quitte. Allez, on a 10 minutes avant que vous partiez au restaurant. C'est quoi votre genre petit moment pop culture, votre petit film du moment, c'est quoi? Film ou série du moment? Ou bouquin, allez, on englobe le tout. Ou musique? Un truc, donnez-nous un truc. Ou phrase, je sais pas. Votre odeur. Bouquin, moi je lis dernièrement Boris Cyrulnik et je trouve que c'est un immense génie. C'est passionnant ce qu'il raconte. C'est quel style? Tu l'as mis dans ta presse? Ouais, c'est psy, mais c'est en fait il apporte une vision qui est très originale et surtout c'est très bien décrit, très bien. En fait, il est vraiment pour les compréhensions systémiques. Il dit pas c'est une cause qui explique un problème. Genre lui, en fait, il avait eu un problème quand il est né donc juif pendant la guerre. Il s'est fait captif et il a réussi à se libérer et puis à la fin on lui disait voilà, si les Allemands ont fait ça, ils ont fait des monstruosités, alors ce sont des barbares. Et on lui a dit ça et il a dit mais ça me va pas parce que moi c'est pas ce que je pense, c'est un peu trop c'est paresseux comme pensée. En fait il est parti de là et il avait la rage de comprendre et il explique ces phénomènes sociaux, voilà, donc il explique toutes ces choses là et c'est très le nom du bouquin? Il y en a un qui est vraiment bien où il raconte son histoire, ça s'appelle Sauve-toi, la vie t'appelle. Et par exemple, pour spoiler un peu, à un moment, il est en fuite, c'est-à-dire il est en fuite, il a pas se faire rattraper. C'est en mode roman plutôt que. Non, c'est son histoire, c'est une bio, mais qui est il analyse, il explique ce qui se passe, quoi, exactement pourquoi. Il explique aussi sa mémoire. Il dit je pensais que ma mémoire était comme ci, et en fait elle était comme ça. Il explique qu'il y a des erreurs et pourquoi le cerveau fait ça. Il donne toutes ces explications. Et en fait il explique et il dit voilà, donc là on m'a caché et j'étais seul, j'étais isolé. Il n'y avait pas d'autres, il n'y avait pas d'altérité. Et quand les Allemands m'ont attrapé, en fait, j'avais vu des mecs avec des chapeaux et des pistolets. Et je me suis dit, presque c'était ridicule. Pourquoi ces gens avec des chapeaux et des pistolets attrapent un enfant? Ils comprenaient bien que c'était un problème. Mais il était soulagé, pas soulagé d'être plus en fuite, mais soulagé en fait d'être en contact de l'autre. Parce que
L'isolation l'avait vraiment détruit. Et il s'était rendu compte pendant la guerre même qu'il a eu des moments beaucoup plus joyeux qu'après-guerre par rapport à sa résistance. Bon, bref, c'est vraiment chouette. Okay. Donc, Sauve-toi, la vie t'appelle de Boris Cyrulnik. Voilà, il a un nom de joueur Xbox. Allez pas l'acheter. Et ne l'achetez pas sur Amazon. Ne l'achetez pas sur Amazon et vous allez chez votre libraire préféré. Victor, toi, livre, série, film, quelque chose, resto. Le bleu de sapin. Le bleu de sapin à Besançon. C'est moins intellectuel pour moi. En ce moment, je regarde la série The Office. Voilà. Ah, bah, en période de downswing, c'est pas mal. Quelle saison ? T'en es à quelle saison ? Saison 2, si je dis pas de bêtises. Après, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Mais c'est quand même. C'est vraiment une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Je suis très, très team The Office. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés au micro. Victor, c'est bien passé. Ça va. Donc, c'est quoi ça ? Il est dur. Il est vraiment comment dur. On postule au CFP ? C'est où ? C'est où ? Comment ? Quand ? On va poster un Google Form pour la phase de recrutement. Sur le CP ? On va poster un peu partout, je pense. Si on peut poster sur le CP, on va poster sur le CP. Si on peut poster ailleurs, on le fera. Les forums publics. Et puis, on va laisser ça tourner pendant un petit moment, analyser les candidatures, regarder un petit peu les live plays de tout un chacun, parce qu'on va demander aussi potentiellement on va faire des entretiens, on va regarder un peu comment les gens jouent, et puis on va faire des sélections. Après, probablement une période d'essai. Et ensuite, on va lancer ça sur une bonne année. Voilà. Et ben écoutez, on vous souhaite plein de réussite pour le CFP. On veut des Français en high-stakes, donc let's go les mecs. Carrément. Merci mon chichi. Merci mon comment. Merci à toute la technique, Héloïse et Steven. Et puis nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui. Avec plein de filles. Exactement. Ce sera la Queen Squad. La Queen Squad qui débarque dans les studios. Voilà, qui arrive dans les studios. On vous embrasse. À la semaine prochaine. Bisous, ciao.